Ok, super. Euh, donc, bah, on continue alors. Oui, oui. On va essayer. Je sais pas si on va finir, on va voir, hein. Euh, alors, on est dans le mode d'assertion des possesseurs d'objets. Euh, donc, on a vu un petit peu le jeu, comment il est simplement imputé. Donc, c'est quand même un point super important, hein. Vraiment, Rinpoche, si vous pouvez lire, par exemple, il y a comment les choses existent de Rinpoche sur la vacuité. C'est vraiment très, très, très efficace au niveau de la pratique. Il donne des conseils de méditation sur le simple jeu, par exemple. Vous pouvez, quand vous marchez, vous pouvez penser, la seule raison pour laquelle je peux dire que je marche, c'est parce que mon corps fait ce mouvement. Donc en fait, c'est pour se rappeler que le jeu est simplement imputé sur le corps et l'esprit. Et il n'y a pas d'autre raison pour dire que le jeu est assis que parce que mon corps est dans cette position, par exemple. Et si vous avez un petit peu déjà réfléchi un peu à la vacuité, ça peut être très puissant, juste des simples réflexions comme ça, un petit peu pour comprendre que le jeu est simplement imputé sur le corps et l'esprit. C'est tout, rien de plus, rien de plus. En passant dans Madhyamekavatara, la Matsongkhapa, il commence par ça en fait. Dans le chapitre 6, sur la vacuité, la première chose qu'il dit, c'est identifier l'objet à réfuter. Et pour identifier l'objet à réfuter, déjà dans un premier temps, il dit, il faut comprendre comment dans ce système, les phénomènes sont imputés. Donc quand on comprend comment ils sont imputés, on peut comprendre qu'est-ce que l'objet de réfutation, c'est tout ce qui apparaît comme étant un peu plus que ça, comme étant un peu plus qu'imputé. Ce jeu-là, par exemple, cette personne qu'on impute là sur ce corps, euh, il est simplement imputé sur ce corps. Donc, l'objet à réfuter, c'est cette personne qui apparaît comme étant un peu plus que ça. Donc, il faut arriver à identifier dans votre expérience, dans votre perception, par rapport à vous-même, par rapport aux autres, comment il y a un jeu qui apparaît comme étant un peu plus que quelque chose d'imputé. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'objet à réfuter. Et une fois que vous l'avez bien identifié, et c'est un des points plus importants, ensuite vous commencez à utiliser l'analyse pour réfuter ce jeu. Donc ça, c'est comme ça qu'il commence. Donc ça peut être une des manières d'approcher la méditation sur la vacuité. Donc ensuite, il est dit, il y a deux types de cognition. Les cognitions valides et les cognitions non valides. Donc on en a parlé un petit peu. Donc, vous voyez quand même, ce texte, il résume les points essentiels. Donc ça veut dire que c'est des points quand même importants, tout ce qu'on a discuté, qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui n'est pas valide, parce que justement, c'est pas si facile de comprendre dans ce système comment ça marche, parce que on peut facilement commencer à croire qu'il n'y a pas vraiment de cognition valide ou non valide. Vous voyez qu'il n'y a pas... Et pourtant, c'est important de les différencier. Donc, il y a deux types de cognitions valides, les cognitions valides directes et les cognitions valides inférentielles. Donc, on va un petit peu aller en détail après. Ensuite, il dit les perceptions directes autoconnaissances ne sont pas acceptées. Donc ça, c'est principalement les Chitta Matrins, aussi les Sotantrika, mais c'est important chez les Chitta Matrins et Yogacara, ces consciences autoconnaisantes, c'est-à-dire que, par exemple, dans une conscience visuelle, il y a la partie qui perçoit une couleur, par exemple le bleu, et il y a une autre partie dans cette conscience qui va percevoir la conscience elle-même. Donc c'est une conscience autoconnaissance. C'est un aspect de la conscience comme ça. Donc ça, c'est réfuté par les Prasangika. Donc aussi dans le Madhyamika-vatara, il y a tout un chapitre sur la réfutation de l'autoconnaisseur. Là, je ne pense pas que ça soit le moment d'aller là-dessus. Aussi dans Shantideva, ça viendra dans le chapitre 9. C'est aussi quelque chose qui est abordé. Ensuite, donc les perceptions directes autoconnaissance ne sont pas acceptées. Et une conscience sensorielle dans le continuum d'un être sensible est nécessairement une conscience erronée. Donc ça, on en a parlé, vous êtes d'accord. Une conscience sensorielle, pour un être sensible, est nécessairement non erronée. Donc là, quand il dit être sensible, c'est un point important, il ne dit pas être ordinaire. Donc, un être ordinaire, c'est quelqu'un qui n'a pas réalisé la vacuité directement. Un être sensible, c'est tous les êtres qui ne sont pas des Bouddhas. C'est-à-dire même les plus grands bodhisattvas, même les arhats du véhicule individuel, qui sont complètement libérés des perturbations mentales, c'est des êtres sensibles. Et donc, même pour eux, les consciences sensorielles, c'est-à-dire visuelles, auditives, etc., sont nécessairement erronées. Donc ça, c'est quand même assez puissant. Pourquoi ?
parce que l'apparence d'existence inhérente, elle existe même pour les arates. C'est-à-dire que même eux, les choses apparaissent pas telles qu'elles existent. Alors pourquoi on dit qu'ils sont libérés? Parce que eux, ils y croient plus. C'est ça la différence. Eux, ils croient plus à cette apparence d'existence erronée. Donc, les perturbations mentales, ils savent que c'est faux. Et parce qu'ils savent que c'est faux du plus profond de leur cœur, ils sont plus pris au piège par ces apparences erronées et donc ils sont libérés des émotions négatives. Par contre, le Bouddha, lui, il est libéré de ses apparences d'existence inhérente. L'apparence d'existence inhérente, c'est un voile à l'omniscience, en fait. Alors que la croyance, ou plutôt la saisie d'existence inhérente, c'est un voile à la libération. C'est ça qui crée les perturbations mentales. Donc, il y a cette différence à faire. Donc ensuite, les consciences mentales et les perceptions directes yogiques sont soit erronées, soit non erronées. Alors là, on a dit que quasiment toutes nos consciences étaient erronées. Donc là, ils disent quand même qu'il y a des perceptions directes yogiques et des perceptions mentales qui sont non erronées. Desquelles on parle? En fait, c'est assez simple. Il n'y en a qu'une. C'est la perception directe de la vacuité. C'est la seule. La perception directe de la vacuité, c'est une perception yogique non erronée. Parce que à cette conscience, la vacuité apparaît telle qu'elle existe. Donc il n'y a aucune faute dans l'apparence. Donc c'est la seule. C'est-à-dire que nous, en gros, on n'a aucune conscience non erronée. Nous, toutes nos consciences mentales, physiques, elles sont toutes erronées, sans exception. Parce qu'on n'a pas de perception directe de la vacuité. Et donc, quelle est la conscience mentale non erronée? Mais c'est la même chose, en fait. Parce qu'une perception directe yogique, c'est forcément une perception mentale. Ça ne peut pas être une perception sensorielle. En tout cas, pour un être sensible. Donc tout ça, c'est lié à tout ce qu'on a dit, en fait. Vous voyez? Donc si vous comprenez un petit peu ce que ça veut dire vérité conventionnelle ou trompeuse, vous comprenez pourquoi on dit que les perceptions sont erronées. Tout simplement parce que l'existence inhérente apparaît à nos perceptions et du coup, il y a une faute dans l'apparence. Du coup, elle est erronée. Donc on est en train de dire que toutes nos consciences sont erronées. Donc est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'a aucune connaissance valide? Ça peut être la conclusion à laquelle on pourrait arriver. Donc ça a été dit dans la discussion aussi. Il y avait, je pense, une petite confusion entre perception non erronée et perception valide. Ce n'est pas la même chose. Pour nous, toutes les consciences sont erronées. Pourtant, on a des cognitions valides. On a des cognitions valides, mais elles sont erronées. Pour un Bouddha, c'est différent. Toutes les consciences sont non erronées et valides, mais pour nous, ce n'est pas le cas. Donc il y a deux types de connexions valides directes. Donc on a dit qu'il y a les connexions valides directes et inférentielles. Donc inférentiel, c'est ce qui dépend d'un raisonnement logique. On en a parlé. Et pourquoi on a besoin d'une connaissance inférentielle? Pour réaliser des phénomènes cachés, comme l'impermanence subtile, la vacuité, etc. Donc, dans les connexions valides directes, il y a deux types. Et là, ça, c'est aussi une spécificité des prasangika. Vous trouverez dans aucune autre école. Les connexions valides directes conceptuelles et les connexions valides directes non conceptuelles. Donc là, les prasangika, ils amènent une notion qui est complètement nouvelle. Ils disent qu'il y a des perceptions directes valides, des cognitions valides directes valides, qui sont conceptuelles. Dans les autres écoles, on n'accepterait jamais ça. On dirait qu'elles sont forcément non conceptuelles. Les connexions directes, pour eux, c'est non conceptuel. Et pour eux, ce n'est pas le cas. Donc, ils vont expliquer pourquoi. Des illustrations, donc c'est des exemples, encore une fois, de connexions valides directes conceptuelles, parce que c'est ça qui nous intéresse, on n'a jamais entendu ça dans les autres écoles. Donc, un exemple ou une illustration d'une cognition valide directe conceptuelle sont par exemple le second moment d'une cognition inférentielle, réalisons que le son est impermanent, et une conscience mémorielle qui survient en étant induite par une perception directe sensorielle, appréhendant le bleu et qui se souvient du bleu de manière factuellement concordante. Donc, je suis désolé, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile d'aborder ce texte si vous ne l'avez pas un peu étudié avant, parce que les termes sont un peu difficiles, mais bon. Écoutez, si vous ne comprenez pas, ça fait quand même des empreintes. Mais on va essayer de clarifier un petit peu. Donc là, il donne deux exemples de connaissances valides directes conceptuelles. Le second moment d'une cognition inférentielle, qui réalise que le son est impermanent. Donc de quoi on parle? Donc on a dit, l'impermanence, c'est un phénomène caché. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la première fois, pour un être comme nous, enfin en fait pour tout le monde, la première fois qu'un être réalise l'impermanence subtile, c'est à travers le raisonnement logique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va utiliser un raisonnement. Par exemple, par rapport à notre corps, on va dire, OK, ce corps,
il est produit par les substances des parents, qui sont elles-mêmes impermanentes, et donc c'est la réunion de causes et conditions impermanentes qui vont produire cet effet, et donc cet effet lui-même, il doit aussi être impermanent, il doit changer d'instant en instant. Il ne peut pas durer deux moments consécutifs, parce que sinon, il deviendrait permanent. Donc, on va utiliser différentes analyses logiques jusqu'au moment où ça va nous paraître évident par notre propre raisonnement, notre propre logique. Donc, il faut après utiliser notre logique et arriver à la conclusion, waouh, ce corps, il change d'instant en instant, il est impermanent, c'est clair, c'est une conviction basée sur la logique. Et donc, le premier moment où vous comprenez l'impermanence du corps, c'est ce qu'on appelle une cognition inférentielle, parce qu'elle est produite directement en dépendance d'un raisonnement logique. Donc, mais qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez essayer de méditer là-dessus. Donc, quand cette impermanence du corps vous apparaît, que vous la comprenez très bien, il faut vous concentrer sur cette compréhension de l'impermanence du corps. Donc, vous restez concentré. Donc, le premier moment, il est induit par un raisonnement. Donc, c'est une connexion inférentielle. Le deuxième moment, il est induit par quoi? Par le premier moment. Au moment où vous réalisez l'impermanence du corps, là, vous essayez de concentrer là-dessus. Donc, le deuxième moment, il est plus induit par un raisonnement directement. Il est induit par l'expérience qui l'a précédé. Et donc, ce deuxième moment, on appelle ça une cognition valide directe. Et elle est conceptuelle. Donc, elle est conceptuelle parce que c'est toujours, c'est pas une perception directe, c'est une perception mentale conceptuelle. Nous, on n'a pas de perception mentale directe à notre niveau. C'est que des êtres avancés comme ça, ou c'est des êtres clairvoyants, etc. Mais nous, toutes nos consciences mentales sont conceptuelles pour nous de toute façon. Donc l'impermanence subtile, on peut l'avoir avec nos yeux, donc on peut l'avoir qu'avec notre mental, et donc ça peut être que conceptuel pour nous. Donc cette impermanence subtile, je parle, hein, il y a des niveaux d'impermanence grossière qu'on peut peut-être percevoir autrement, mais celle-là, non, pas la subtile. Donc, premier moment en dépendance d'un raisonnement, et deuxième moment, c'est déjà ce que les autres écoles, on va appeler une connaissance subséquente, c'est-à-dire qui réalise quelque chose qui a déjà été réalisé. Donc, c'est la continuité du premier moment de réalisation. Donc, deuxième moment, c'est toujours une réalisation, mais là, elle est induite par le premier moment de réalisation, pas par le raisonnement directement. Donc, tous ces moments qui suivent cette condition inférentielle où on se concentre sur l'impermanence, alors on appelle ça une condition valide directe. Pourquoi? Parce qu'elle est induite par la force de l'expérience maintenant. C'est plus par le raisonnement, mais par l'expérience. On acquiert une première expérience de l'impermanence et après, basé là-dessus, on va continuer à méditer dessus. Et donc là, maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de notre expérience. Donc, c'est-à-dire que pour nous, ce n'est plus un phénomène caché à ce moment-là. C'est un phénomène caché en général, mais à ce moment-là, ce n'est plus un phénomène caché. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre expérience, donc on peut méditer dessus. Et là, ça ne veut pas dire qu'en général, il ne faudra plus utiliser le raisonnement, mais au deuxième moment, ça va devenir déjà quelque chose qui est considéré comme valide, direct. Direct parce qu'on a directement accès, sans passer par un raisonnement, à cette expérience. Donc c'est pour ça qu'ils acceptent qu'une condition valide directe peut être conceptuelle. Et l'autre exemple est beaucoup plus simple, c'est la mémoire du bleu. Donc vous avez vu, par exemple, le ciel bleu avec vos yeux, et puis vous fermez les yeux et vous vous en rappelez. Donc ce bleu, il apparaît à votre conscience conceptuelle, mais ce bleu qui apparaît à votre conscience conceptuelle, il n'est pas induit par un raisonnement. Encore une fois, il est induit par une expérience, cette fois, c'est par une perception directe. L'autre, c'était induit par une inférence, et là, par une perception directe. Donc là, quand vous allez vous rappeler du bleu, cette mémoire du bleu, c'est encore une connaissance subséquente, et toutes les connaissances subséquentes chez les prasanghikas sont des cognitions valides directes. Donc, toutes les autres écoles, ils classent tous les non-prasanghikas, ils classifient les connaissances subséquentes comme des cognitions non valides. Parce que pour eux, une cognition valide doit être nouvelle. Une connaissance subséquente, c'est ce qui a réalisé, ce qui a déjà été réalisé. Donc, pour les prasanghikas, ils ne sont pas du tout d'accord. Une connexion valide directe, c'est juste quelque chose qui réalise son objet parfaitement et qui est induit par l'expérience. Donc, toutes les connaissances subséquentes, qu'elles soient conceptuelles ou pas, ce sont des connexions valides, et non seulement valides, mais aussi directes, même si elles sont conceptuelles. Ensuite, il donne une illustration d'une condition valide directe non conceptuelle. Donc ça, c'est plus classique. Donc une illustration ou un exemple d'une condition valide directe non conceptuelle est par exemple
une perception directe sensorielle appréhendant une forme. Donc, tout simplement, quand vous regardez avec vos yeux le bleu du ciel, vous réalisez le bleu avec vos yeux, c'est une connaissance valide directe, elle est non conceptuelle. C'est une connaissance, une perception sensorielle est nécessairement non conceptuelle, par définition. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire là? Dans un premier temps. J'ai juste pas bien entendu en fait la dernière phrase, là, c'est la cognition valide, directe, non conceptuelle, c'est une perception sensorielle en appréhendant une forme. Pardon? Ce que j'avais noté, enfin, j'ai peut-être pas bien entendu quoi. Alors oui, là c'est un exemple. Enfin là je lisais le texte. Hein. Donc à la page suivante, c'est une illustration d'une cognition valide directe non conceptuelle est par exemple une perception directe sensorielle appréhendant une forme. Donc par exemple, conscience visuelle qui appréhende le bleu, c'est une perception valide, elle est directe, elle est sensorielle. Ça ne veut pas dire que toutes les connexions valides, directes, non conceptuelles sont nécessairement sensorielles. Il peut y avoir aussi des perceptions directes mentales. Par exemple, quand la perception directe de la vacuité, bien sûr, c'est non conceptuel et c'est valide. La perception directe de l'impermanence, c'est aussi valide, c'est non conceptuel. Une clairvoyance qui voit l'esprit d'autrui, qui se rappelle des vies passées, c'est aussi une connexion valide, directe, non conceptuelle, mais là, mentale. Donc ça peut être aussi mental. Mais pour nous, en gros, on n'en a pas des mentales comme ça. Alors, à moins qu'il y en ait parmi vous qui soient clairvoyants, je ne sais pas, hein, c'est possible. Mais s'il n'y en a pas parmi vous qui sont clairvoyants, en gros, on peut dire qu'on n'a pas de connaissances mentales non conceptuelles. J'avais aussi une question, mais ça remonte un petit peu plus haut là, dans Ouais, c'est très bien. Quand vous avez dit là qu'il n'y a pas de, enfin, que tous les types de conscience sont erronés. Et puis après, il y avait cette histoire d'autoconnaissance. Ça m'a fait penser à un type de conscience. Je ne sais pas ce que c'est, mais quand on est conscient d'être conscient. C'est quoi ça? Est-ce que c'est erroné aussi? Alors, c'est exactement la base. C'est par rapport à ça qu'il va y avoir un petit peu débat aussi, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ceux qui croient en l'autocognition, comme les Shittamatra, etc. Par exemple, l'exemple qu'ils donnent, donc je vais en parler un tout petit peu parce que c'est bien, parce que ceux qui étudient le Madhyamaka-Avatara, il y a un débat là-dessus. Et aussi, il y a ce débat dans le texte de Shantideva. Donc, par exemple, si vous avez été à la montagne, vous vous rappelez d'avoir vu une très belle montagne. Donc, non seulement vous vous rappelez de la montagne que vous avez vue, mais vous vous rappelez aussi que vous avez vu cette montagne, non? Vous vous rappelez de deux choses. La montagne qui a été perçue, mais aussi que vous-même, vous l'avez vue. Donc, ce qu'on dit généralement, une mémoire, c'est quelque chose qui réalise quelque chose qui a déjà été réalisé. Sinon, comment vous pouvez vous rappeler de quelque chose si vous ne l'avez pas aperçu? Ce n'est pas possible, on n'appellera pas ça une mémoire. Si vous n'aviez pas réalisé la montagne au moment où vous l'avez vue, vous ne pourriez pas vous en rappeler, on est bien d'accord. Si vous ne l'aviez pas vu, vous ne vous en rappellerez pas. Ça serait vraiment bizarre de dire le contraire. Mais à ce moment-là, si vous vous rappelez d'avoir vu cette montagne, ça veut dire que vous avez dû réaliser à ce moment-là que vous étiez en train de la voir, la montagne. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez réalisé la montagne, non seulement vous deviez réaliser la montagne, mais vous deviez aussi réaliser que vous réalisiez la montagne. Donc ça revient un peu à ce que vous dites, être conscient d'être conscient. À peu près, quoi. Donc, les Shittamatra, ils vont dire, oui, il n'y a pas de problème, parce que dans toute conscience, il y a un facteur autoconnaissant. Donc, oui, on réalise qu'on est conscient, on réalise qu'on perçoit. Non seulement on réalise l'objet perçu, mais on réalise qu'on perçoit. Et c'est le facteur d'autocognition de la conscience qui réalise ça. Et donc, ils vont dire aux prasanghikas, ils vont dire, mais vous, les prasanghikas, vous n'avez aucun moyen d'expliquer la mémoire du sujet qui a perçu, puisque vous dites qu'il n'y avait pas de perception autoconnaissante à ce moment-là. Donc, en fait, votre système, il n'est pas correct. Donc, les prasanghikas, ils vont répondre à ça. Ils vont dire, en fait, je pense qu'il va y avoir différentes réponses, mais la réponse, en tout cas, des textes qui sont suivis à Serajé, donc de Jesun Chekingasen, donc là, on est dans une explication de Jesun Chekingasen, donc c'est correct de donner cette interprétation. Il va dire qu'en fait, au moment où on perçoit la montagne, le fait même de percevoir la montagne, implicitement, indirectement, on réalise la conscience qui perçoit la montagne. Parce qu'il y a un rapport de dépendance mutuelle entre l'objet perçu et l'objet qui perçoit. Donc, naturellement, quand vous percevez la montagne, vous savez que vous percevez la montagne.
Il n'y a pas besoin d'un facteur autoconnaissant qui va percevoir la conscience comme ça de manière indépendante, en fait. Parce qu'eux aussi, c'est ça, il y a un concept d'indépendance dans leur identité d'autoconnaissance. La conscience se valide elle-même. Elle existe. Donc, ça aide à penser qu'elle existe de manière indépendante. Elle se valide elle-même, indépendamment. Alors que les personnes qui vont dire non, ça, c'est pas possible parce que, par exemple, l'épée ne peut pas se couper elle-même. Elle peut couper tout, mais elle ne peut pas se couper elle-même. Le doigt, il peut toucher d'autres choses, mais il peut pas se toucher. Enfin, le bout du doigt, il ne peut pas se toucher lui-même. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qui disent, en fait, une conscience ne peut pas se connaître elle-même. Elle peut connaître d'autres choses, mais pas elle-même. Mais ce que ça signifie, ça veut dire qu'elle ne peut pas apparaître à elle-même. Vous voyez, par exemple, quand vous regardez la montagne, la montagne apparaît à votre conscience, et c'est comme ça que vous connaissez la montagne. Mais la conscience ne s'apparaît pas à elle-même, ce n'est pas possible. Donc, elle est réalisée, la conscience qui perçoit, mais elle est réalisée indirectement. C'est en réalisant l'objet que naturellement, indirectement, vous réalisez. Donc, c'est en dépendance de l'objet que vous réalisez le sujet. Le fait même que vous avez vu que la montagne vous apparaît est suffisant pour comprendre que vous avez une conscience qui perçoit, en gros, quoi, ou que vous êtes en train de percevoir. Il n'y a pas besoin d'un facteur intérieur ou extérieur qui va être là pour s'assurer que vous savez. C'est juste dans la relation de dépendance entre l'objet perçu et l'objet qui perçoit. Je peux faire une remarque, Oui. une question par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant sur les souvenirs. Mm-hmm. Par contre, du coup, je comprends pas. Je comprends qu'il y a une conscience sujet et qui est pour objet, qu'il y a une relation entre le sujet et l'objet, disons, entre la conscience et l'objet. Par contre, l'objet, quand par exemple, on est en méditation et qu'il nous vient justement un souvenir, eh bien, on a conscience de notre souvenir. Et donc, effectivement, il y a bien une relation entre le souvenir et le fait de connaître le souvenir. Par contre, ils peuvent être de la même nature néanmoins, c'est-à-dire la nature immatérielle de la conscience, sujet-objet. Alors, par exemple, si tu rêves, par exemple, Oui, par exemple. tu vois des arbres, tout ça, tu vois tout un tas de trucs, ok. Est-ce que les arbres, c'est ta conscience? En fait, c'est l'objet de mon rêve. Donc, c'est l'objet de ma conscience, disons. Exactement. Donc, tu vois, même au niveau du rêve, il y a un objet perçu et un sujet percevant. Oui. Mais Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une différence de nature entre les deux. C'est ça que je veux dire, quoi. après, différence de nature ou pas, ça, c'est une autre question. Mais ce qui compte, c'est de dire c'est que c'est deux choses différentes. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, je revenais par rapport aussi à ma question sur la matière. Du coup, c'est la même chose, en fait. C'est un peu la même question. Parce que si on se dit que le sujet et l'objet, euh, ultimement, ne sont pas forcément, sont de la même nature, donc ça veut dire que la nature de ce qui m'apparaît comme matériel peut très bien aussi m'apparaître, elle peut très bien être de la même nature que la conscience, quoi. Alors ça, c'est ce que va dire les Shitamatrins. Mais Oui, les mais en fait, je vois. Prasangkas ne sont pas d'accord. Les Prasangkas ne vont pas dire que la matière et la conscience qui perçoit la matière sont de même nature. C'est deux natures différentes. Ils ont la même nature ultime, qui est la vacuité, mais ça, tous les phénomènes, ok, ultimement, sont vides d'existence propre, donc quelque part, ils ont la même nature ultime, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'une même nature, en fait. C'est deux natures différentes. Ils ont une relation de cause il y a une relation de cause et effet entre l'objet perçu et la conscience qui perçoit. Bon, chacun revient à sa question, excuse-moi. En fait, moi, ma question, oui, je vais réfléchir à la réponse, mais l'objet, c'était quoi? L'objet, c'était ma conscience, c'était pas ni une montagne, c'était pas autre chose. Bon, moi, quand j'ai conscience d'être consciente, c'est en rapport avec aucun objet extérieur. Juste l'objet, c'est la conscience elle-même. Je pense même pas. Voilà, j'ai l'impression d'avoir à ce moment-là quelque chose sans rapport. Voilà, donc l'objet étant la conscience. Oui, alors après, c'est possible qu'il y ait un facteur de la conscience qui observe un autre aspect de la conscience. Ça, c'est possible. Ou une conscience qu'on observe une autre. Mais c'est pas la même chose que la notion d'autocognition, qui là, c'est vraiment la conscience qui se perçoit elle-même dans le sens, c'est pas deux parties différentes qui s'observent l'une l'autre, elles sont vraiment non duelles.
Là, dans l'introspection, par exemple, oui, il y a d'un coin de l'esprit, tu observes un autre coin de l'esprit. Mais quelque part, c'est un coin de l'esprit qui observe un autre coin de l'esprit. Donc, tu es quand même un sujet-objet quelque part. Donc, c'est un peu différent. C'est un peu difficile de faire la différence, sincèrement. Mais a priori, il y a une différence, oui. Bon, je vais chercher. En fait, il faut surtout voir comment eux, ils partent de l'autocognition. L'autocognition, c'est vraiment un facteur très, très particulier. Ce n'est pas comme l'introspection. Toi, je pense que tu parles plus de l'introspection. La conscience qui s'observe elle-même, c'est possible dans une certaine mesure, mais ce n'est pas le même sens que eux, ils donnent à l'autocognition. Il y a quelque chose de différent, quoi. Oui, non, moi, c'était juste plutôt dans le style, on arrête les pensées, enfin, plus ou moins, quoi, comme on peut. Et on ne pense pas, on ne regarde rien de particulier, on entend tout, mais on n'écoute pas, enfin, je ne sais pas. Et là, on peut se dire, on a quand même conscience d'être conscient, même si on ne calcule pas le monde extérieur. Après, tu peux ne pas être conscient du monde extérieur. Ça ne veut pas dire que ton esprit n'a pas d'objet du tout. Tu as des objets mentaux aussi, hein. Donc, ça peut être une forme de vide, ça peut être une forme de… Ça peut être n'importe quoi, en fait, hein. Ton esprit, il peut observer l'absence de pensée, il peut penser l'espace, il peut penser à un tas de choses qui ne sont pas forcément matérielles non plus. Mais après, c'est vrai que tu as une méditation où tu essayes de reconnaître la nature claire et connaissante de l'esprit, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a différentes interprétations sur ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est un point un peu compliqué. Il y en a qui vont dire que c'est des consciences qui alternent l'une avec l'autre et qui s'observent comme ça. Et d'autres qui vont dire que c'est peut-être une partie de l'esprit qui observe une autre partie de l'esprit, des choses comme ça. Mais ouais, c'est une question un petit peu compliquée, quoi. C'est une question un petit peu compliquée. Mais disons que chez les Prasangika, il doit y avoir un lien de cause et effet, en tout cas, entre ce qui est perçu et ce qui perçoit en général. Et là, donc, si tu observes la conscience, généralement, il doit y avoir une relation de cause à effet entre la conscience qui est perçue et la conscience qui perçoit. Donc, du coup, logiquement, elle ne devrait pas exister au même moment. Même si tu n'en as pas l'impression, parce que c'est comme quand tu regardes, par exemple, je sais pas moi, un arbre, tu as l'impression que l'arbre qui t'apparaît et la conscience qui l'aperçoit existent au même moment, mais en fait, il y a un petit décalage, même scientifiquement parlant. Tu as la lumière qui va toucher l'arbre, elle va faire une certaine trajectoire qui va très très vite, bien sûr. Je ne sais plus combien de milliers de kilomètres à la seconde, donc on n'a pas le temps de s'en apercevoir. Il y a tout un processus dans le cerveau, et après tu vois, donc il y a quand même un décalage. Donc il y a un niveau de causation, tu as l'impression que c'est simultané, mais ce n'est pas le cas. Donc, a priori, la conscience qui perçoit la conscience, il doit y avoir un phénomène aussi de décalage, mais qui est tellement infime qu'on ne peut pas s'en apercevoir. Donc, c'est une conscience suivante qui perçoit une conscience précédente. Mais bon, ce n'est pas un sujet facile, je pense. Merci. Pas un sujet facile. Et merci. Et ce n'est pas facile parce que notre expérience, elle ne peut pas vraiment faire cette distinction parce que c'est beaucoup trop rapide. Du coup, il n'y a que le raisonnement qui peut nous arriver. C'est encore un phénomène caché. Et franchement, ouais, je pense que c'est une question qui n'est pas facile, quoi. Donc à analyser. Peut-être demander à Geshe-la quand vous le voyez. Qu'est-ce qu'il en est. Vous pouvez lui demander quelle est la différence entre une forme d'introspection quand la conscience s'observe elle-même dans certaines méditations et l'autocognition. Je pense que ce serait une question intéressante. D'accord, merci. Voilà, donc on va faire le petit point suivant, qui n'est pas un point essentiel, mais bon. Vous voyez, des fois, ils essayent aussi de encore faire des distinctions et de provoquer des débats. Donc, point suivant, si c'est une cognition valide directe, ce n'est pas nécessairement un phénomène perceptible. Puisque si c'est une perception directe yogique, ce n'est pas nécessairement un phénomène perceptible, car phénomène perceptible et phénomène évident ou manifeste sont mutuellement inclusifs. En fait, là, je crois qu'il y a une toute petite correction, je en parlerai, mais à mon avis, c'est pas. Si c'est une perception directe, c'est nécessairement pas un phénomène perceptible, je dirais. Et pas, ce n'est pas nécessairement. Parce qu'en fait, pourquoi il dit ça En fait, ok, on a parlé des phénomènes perceptibles ou des phénomènes manifestes. Et là, on parle de connaissances valides directes.
En fait, direct, des fois, en fait, c'est le même mot en tibétain. Le mot pour direct et le mot là qui est utilisé pour perceptible ou manifeste, c'est le même. Donc, c'est-à-dire les phénomènes manifestes ou les phénomènes directs, on pourrait dire. Voilà. Donc, on pourrait le traduire autrement. On pourrait dire si c'est une condition valide directe, ce n'est pas nécessairement un phénomène direct. Donc, c'est ça la distinction qu'il veut. Parce qu'en tibétain, il pourrait y avoir cette ambiguïté. Donc, par exemple, une perception directe yogique, donc bien sûr, c'est une perception directe, c'est une condition valide directe, mais ce n'est pas un phénomène direct ou un phénomène manifeste. Pourquoi ce n'est pas un phénomène direct? Parce que c'est un phénomène caché. C'est un phénomène caché, une perception directe yogique. On n'a aucun accès avec notre expérience directe à une perception directe yogique. On ne peut que la comprendre par le raisonnement. Donc, c'est un phénomène caché. Donc, ce n'est pas un point essentiel pour nous, mais ça joue plus sur ce mot direct, en fait, hein, parce que on ne le voit pas, nous, dans notre langue, mais c'est vrai que phénomène caché et phénomène manifeste, ça pourrait se traduire par phénomène caché et phénomène direct. Donc, on pourrait dire, phénomène direct, connexion directe, donc une connexion valide directe, forcément est un phénomène direct. Et non, parce qu'une perception yogique, elle est directe, mais c'est un phénomène caché. Donc, ce n'est pas un phénomène direct. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire d'inciter, mais si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, il dit, ça on en a parlé, si c'est une cognition subséquente, c'est nécessairement une cognition valide directe. C'est ce que je vous disais, cognition subséquente, c'est une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Donc ça différencie des autres écoles qui vont dire qu'une cognition subséquente est une connaissance non valide, une cognition non valide, parce que pour eux, une cognition valide, c'est nécessairement une cognition qui est nouvelle et non erronée. Enfin, ça dépend des écoles, mais en tout cas, elle est nouvelle. Donc ça veut dire que ça exclut les connexions subséquentes qui réalisent ce qui a déjà été réalisé. Donc ils ne sont pas nouveaux, c'est pour ça qu'on les appelle subséquents. Mais pour eux, les prasanghikas, ça ne les empêche pas des conditions valides. Et non seulement c'est des conditions valides, mais c'est des conditions valides directes, même si elles sont conceptuelles. Ça, on en a parlé un petit peu. Donc ensuite, c'est les conditions inférentielles. Ça fait beaucoup en fait, hein, je m'aperçois. Hein. Il n'y a que 3 pages, mais ça fait beaucoup. Je ne sais pas si de faire tout ça en une journée, je ne suis pas sûr que ce soit bon. Ça va? Vous avez encore la capacité de continuer? Ou vous préférez faire des questions? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Vénérable. Bonjour. Bonjour, je peux poser juste quelques questions? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. En fait, je voudrais demander plusieurs choses. La première, c'est que on a dit la conscience est un phénomène impermanent. Et la conscience, quand il atteint le shinai, le calme mental, quand il concentre sur un objet, à ce moment-là, est-ce qu'il change toujours d'instant en instant ou non? Alors, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je veux dire la conscience. Quand la conscience atteint le shinai, si on médite sur un objet, on atteint le shinai, voilà, le calme mental. Oui. Est-ce que la conscience change toujours d'instant en instant ou non? Si la conscience change d'instant, ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Mais quand on atteint le shinai, mais comment il change d'instant en instant? Il vaut mieux qu'elle change d'instant en instant, sinon ça veut dire qu'elle arrête de fonctionner, quoi. Donc là, ce sera embêtant. Ouais. Mais comment, je veux dire, comment, quand on médite, quand on est shinai, quand on médite sur un objet, quand on peut se concentrer vraiment sans aucune distraction, sans aucune perturbation, Oui. et comment on explique que ça change d'instant en instant? En fait, tous les phénomènes composés changent d'instant en instant. C'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de durer. Donc ça, on peut le comprendre de manière inférentielle, par la logique. Pourquoi? Oui. Parce que si tu prends une conscience, si elle durait 2 instants consécutifs, oui. Ok. Donc ça veut dire que le premier instant, elle serait exactement pareille qu'au deuxième instant. D'accord. Donc au premier instant, elle a le pouvoir de durer 2 instants, on va dire. 1 seconde, on va dire. Imagine, le premier moment de conscience a le pouvoir de durer 1 seconde, sans changer. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la seconde? Elle n'aura pas changé, on est d'accord? Elle n'aura pas changé puisqu'elle ne change pas. Donc si elle n'a pas changé, ça veut dire qu'à la fin de la seconde, elle a toujours le pouvoir de rester 1 seconde.
C'est qu'elle n'a pas changé. Ouais. Tu vois? Donc, tu vois, là, j'essaie d'amener c'est ça les conséquences. Tu vois, tu essaies de voir la conséquence d'une position pour voir si elle tient la route ou pas, ou si elle est absurde. D'accord? Donc, si elle est absurde, c'est ce qu'on appelle une conséquence. Regarde. Donc, premier instant a le pouvoir de durer 1 seconde. Donc, si c'est le cas, à la fin de cette seconde, elle n'a pas changé. Donc, son pouvoir de rester 1 seconde de plus devrait toujours être là. Non, ça veut dire qu'elle aurait changé. Donc, c'est-à-dire qu'elle va rester 1 seconde de plus. Et donc, à la fin de cette seconde, elle n'aura toujours pas changé, puisqu'elle avait… Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'elle ne va jamais changer. Donc, du coup, elle serait éternellement permanente. Donc, si la conscience… Donc, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conscience, en général, toutes nos consciences, on voit bien qu'elles changent. Nos consciences, là, maintenant, on le voit bien. Donc, ça, c'est un phénomène évident, par exemple. C'est un phénomène manifeste. Il y a un certain niveau d'impermanence qui est manifeste. Donc, on part de là. Par exemple, des fois, tu te sens heureuse, des fois, tu te sens malheureuse, des fois, tu te sens peut-être un petit peu énervée, des fois, joyeuse, des fois, tu sens de la compassion, des fois, peut-être un peu de colère, etc. D'accord? Donc, ça, tu peux le voir dans ton expérience, que toutes tes consciences changent. D'accord? Donc, ça, c'est une réalité. Une réalité que ça, il n'y a pas besoin de prouver par la logique. Donc, tu pars de là. Donc, maintenant, tu essaies d'analyser plus en détail. Donc, alors, c'est quoi la nature de ma conscience? Est-ce qu'elle est impermanente, c'est-à-dire qui change continuellement? Ou est-ce qu'elle peut durer un petit peu, puis changer après? Donc là, c'est la raison qui va pouvoir répondre à ça, parce que ton expérience, elle ne peut pas aller à un niveau très subtil. Donc, tu vas voir ça. Alors, ok, si ma conscience en général avait le pouvoir de durer 1 seconde, ça veut dire qu'à la fin de cette seconde, elle devrait durer encore 1 seconde sans changer. Et ça se répéterait tout le temps. Donc, quelle serait la conséquence? Ça veut dire que ta conscience ne pourrait jamais changer. Elle serait complètement permanente et elle ne changerait jamais. Et là, ça va complètement à l'inverse de ton expérience. Donc, ton expérience, elle va réfuter cette théorie-là. Et donc, elle va t'amener à comprendre que ta conscience, elle n'a pas le pouvoir de rester la même, même pendant 1 seconde. Qu'elle va changer d'instant en instant. Donc, c'est sa nature de changer d'instant en instant. Elle n'a pas le pouvoir de rester même une micro-milliseconde. Elle doit changer continuellement et donner… faire naître un autre état de conscience qui disparaît pour un autre, continuellement. C'est la seule manière dont ta conscience peut exister, c'est-à-dire qu'elle est produite dans la nature de l'impermanence. C'est sa nature. Elle n'a pas le pouvoir de demeurer 2 instants idem. Ça, c'est la nature de ta conscience. Donc, si tu comprends que ça, c'est la nature de la conscience, tu vas comprendre que ça doit aussi être la nature d'une conscience qui reste locale mentale, parce que ça n'a rien à voir avec l'objet. C'est juste sa nature. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le calme mental? Ok, cette conscience qui change d'instant en instant, elle perçoit toujours un objet similaire de manière continue. Mais le fait qu'elle perçoit un objet similaire de manière continue ne veut pas dire que sa nature est devenue permanente ou inchangeante. Tu vois, c'est juste un moment de conscience qui produit un autre moment de conscience similaire. C'est une autre conscience, mais elle est similaire. Elle a un objet similaire qui produit un autre moment de conscience qui a un objet similaire, qui produit un autre moment de conscience qui produit un similaire. Et donc, ça donne l'impression que peut-être que ça ne change pas. D'accord. Donc, chiner, il marche parce que quelque part, ton esprit il est quand même concentré en un point, mais cette concentration elle-même, elle est composée d'innombrables instants qui se succèdent, mais qui sont tous orientés vers le même objet. Et donc, c'est ça qu'on appelle chiner, qui font ça sans penser à rien d'autre, etc. Ça veut dire que tous ces instants, même si on continue, on se concentre sur le même objet, mais tous ces instants sont toujours différents. C'est-à-dire on peut diviser l'esprit, la conscience en petits instants, mais sont tous différents. Et tous ces instants de conscience différentes se concentrent sur le même objet. Oui, ouais. Ok. Ouais. La conscience peut diviser, tu vois, c'est aussi divisé, c'est aussi conceptuel, c'est-à-dire on peut la diviser en 10, en 1 minute, tu peux faire 10 moments, tu peux en constituer 100, tu peux en compter 1000. Il n'y a pas de moment insécable. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement qui est continu, comme tous les phénomènes, même l'univers, même si tu vois l'univers, tu vois bien que la Terre, elle tourne à une allure incroyable autour du Soleil et que l'univers, la galaxie elle-même tourne tout le temps, ça ne peut pas s'arrêter. Ce n'est pas la nature des phénomènes impermanents. Ils changent d'instant en instant, mais par contre, tu peux dire qu'il y a des choses qui sont similaires d'un instant à l'autre. Il y a une certaine similitude.
D'accord. Et donc, c'est ça qu'on appelle continuité, en fait. C'est cette Ok. similitude. Mais en réalité, c'est différent. D'accord. Ok. Ok. Merci. La deuxième question. Donc, vous Oui, voyez, ça pardon. montre un petit peu comment une conséquence marche. C'est-à-dire, on part d'une idée et on essaie de la pousser Jusqu'à. jusqu'au moment où, quand on voit qu'il y a un truc qui cloche, alors on commence à remettre en cause cette idée. D'accord. Et donc, ça nous permet de réaliser son contraire, c'est-à-dire l'impermanence. C'est un processus graduel. Hein. Des fois, il faut plein de raisonnements pour vraiment développer une condition parfaite, une conviction parfaite, mais c'est un peu le processus, quoi. Sur D'accord. cette base, on va aussi considérer que la réalisation de la vacuité n'est pas permanente. Alors, la conscience qui reste de la vacuité n'est pas permanente, ça c'est sûr. Par contre, la vacuité est permanente et c'est possible. Par exemple, un Bouddha, il perçoit la vacuité continuellement, pour toujours. Mais ça ne veut pas dire que sa conscience est permanente. Ça veut juste dire qu'il perçoit la réalité tout le temps. Chaque instant de conscience chaque instant de conscience perçoit la réalité de la vacuité et de tous les phénomènes, qui produit un autre moment de conscience qui aussi va percevoir la réalité de tous les phénomènes conventionnels ultimes, qui aussi va faire ça, va faire ça, va faire ça. Mais la conscience du Bouddha, par exemple, elle va voir tous les phénomènes conventionnels qui changent d'instant en instant, eux, par exemple. C'est clair. Mais en stabilisation méditative sur la vacuité, on n'est pas non plus sur une permanence. Donc. Alors, l'objet est permanent, la vacuité est permanente, mais la conscience, non, elle est impermanente. Donc elle ne réalise pas totalement l'objet à ce moment-là. Si. Elle n'est pas une avec l'objet. Ah, la conscience ne peut pas être une avec l'objet. Ils sont différents. C'est duel. Oui. Oh. Oh. Je savais que tu n'aimerais pas cette réponse. La conscience yogique qui réalise directement la vacuité est différente de la vacuité qu'elle réalise. C'est deux objets différents. Donc c'est duel. Oui. Waouh. Ok, bon, je vais aller, je vais essayer de clarifier ce que je veux dire. Donc oui, la perception directe de la vacuité, on dit qu'elle n'a pas d'apparence dualiste. Il n'y a aucune apparence dualiste. Donc ça c'est clair. Tous les textes vont dire qu'il n'y a aucune apparence dualiste. Il n'y a pas, et je vais même aller plus loin, ils disent, qu'est-ce que c'est par apparence dualiste? Donc il y a différentes apparences dualistes, mais une d'elles, ça veut dire qu'il n'y a pas d'apparence de sujet et d'objet comme étant différents. C'est-à-dire que le sujet et l'objet sont comme de l'eau dans de l'eau, apparaissent comme étant complètement indifférenciables, non duels. Donc là, je te rassure. Ça va mieux déjà. Donc, ça, c'est l'expérience du yogi. L'expérience du yogi, c'est ce qu'on appelle une expérience non duelle entre le sujet et l'objet. OK. Mais cette expérience n'implique pas que le sujet et l'objet sont devenus un. N'implique pas qu'il y a non-dualité entre le sujet et l'objet. Il y a une distinction à faire. Dans son expérience, il n'y a aucune expérience de dualité entre le sujet et l'objet. De par la force de son absorption dans la vacuité, il n'y a que la vacuité qui lui apparaît et rien d'autre. Donc, il n'y a pas d'apparence de sujet et d'objet. Mais en réalité, donc ça c'est son expérience, mais en réalité, définitivement, sa conscience n'est pas devenue la vacuité. La vacuité est un phénomène permanent, sa conscience est un phénomène impermanent. Donc il faut faire une différence entre son expérience de non-dualité et le fait que quand même sa conscience et la vacuité sont deux choses différentes. Donc dans stabilisation méditative, l'esprit change d'instant en instant. D'instant en instant. Oh, wow. Et oui, parce que c'est la nature de l'esprit d'être impermanent. C'est sa nature. Donc l'expérience change d'instant en instant. Comment? L'expérience change d'instant en instant. La conscience change d'instant en instant. Donc on peut dire. La conscience, c'est l'expérience. On peut dire du coup que l'expérience fait partie de la conscience, donc quelque part. Dans certains cas. Moi, je ne peux pas faire la différence entre ma conscience et mon expérience. Oui, donc on peut dire l'expérience change d'instant en instant, mais elle est similaire. Elle est similaire. Elle change d'instant en instant, mais elle reste la même, c'est ça? Elle n'est pas la même, elle est similaire.
Et moi, j'ai une question aussi de ce point de vue. Oui. Oui. La connaissance qui se connaît elle-même sans origine ni cessation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, yeah. Ah. Alors là, la difficulté pour moi, c'est plus des termes que tu vas retrouver dans le tantra et je suis pas sûr, c'est des choses que tu vois, il faut voir comment ça a été traduit, à partir de quel terme aussi, de quelle tradition qu'ils vont employer. Des fois, les mêmes mots vont vouloir dire différentes choses dans différentes traditions aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est juste et l'autre qui ne l'est pas. Donc, il faut faire attention aux termes qui sont utilisés. Donc, des fois, ce qu'on dit, c'est, je pense que c'est un peu comme dans le Sutra du cœur. Le problème, c'est maintenant on le fait Oui, en c'est dans le anglais. Sutra du cœur. Voilà, dans le C'est Sutra du cœur, dommage. mais dans le Sutra du cœur, en fait, c'est quoi le terme en anglais? Je ne me rappelle plus du coup. Parce que du coup, j'ai plus le terme en français. Enfin, peut-être que je me suis trompée un petit peu. Self-reason, peut-être. La sagesse primordiale qui se connaît elle-même, dont Ah, l'essence est espace sans origine ni cessation. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, alors oui. Oui, je sais, oui, je me rappelle. Dans le commentaire du Sutra du cœur qui existe dans le Peba, c'est toujours pareil, comment ils interprètent cette phrase, tu vois, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ce qu'elle veut dire, c'est que pour la perception directe de la vacuité, encore une fois, là, ce dont on parle dans cette louange à la perfection de la sagesse au début du Sutra du cœur, on parle de la perception directe de la vacuité. C'est elle qui connaît son objet et il n'y a qu'une perception directe de la vacuité qui peut comprendre ce qu'est l'expérience de cette réalisation de la vacuité directement. Donc elle est indescriptible par les mots et les concepts. C'est ce qui est dit aussi dans la louange. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre la vacuité et réaliser la vacuité conceptuellement. Ça veut dire que la manière dont ça sera réalisé conceptuellement, ça ne permet pas d'avoir accès vraiment à l'expérience directe. Donc il n'y a que la perception yogique directe de la vacuité qui peut vraiment comprendre, qui peut par exemple, quelqu'un qui aurait une réalisation directe de la vacuité, il ne pourrait pas exprimer complètement son expérience. Mais en fait, c'est vrai aussi pour d'autres choses. Donc bien sûr, la vacuité, c'est encore plus vrai parce que c'est un phénomène caché. Mais même pour des phénomènes évidents, des fois, vous pouvez retrouver ça. Par exemple, imaginez, j'ai été aux États-Unis, j'ai vu quelque chose là-bas, un paysage et tout ça. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez pas eu de photo, tout ça. Et j'essaye de vous le décrire. Donc, je vais utiliser des mots, des concepts qui vont vous permettre de comprendre, d'avoir une idée de ce que j'ai vu. Mais je ne pourrai jamais vraiment vous reproduire complètement cette expérience. Donc, ça serait quelque chose qui appartient à ma conscience de ce point de vue-là. Donc, c'est ça que ça signifie. Sauf que là, la vacuité, c'est encore plus caché, donc encore plus difficile à décrire. Mais ça ne veut pas dire. Donc, bien sûr, il y a une connaissance inférentielle de la vacuité, donc on peut la comprendre conceptuellement, on peut la réaliser conceptuellement, et c'est déjà quelque chose qui va transformer notre esprit profondément, quelque chose d'extraordinaire. Mais même pour des êtres qui sont avancés sur le chemin de la vacuité, au chemin de la préparation, qui ont le calme mental qui réside la vacuité, même eux, ils comprennent pas, ils n'ont pas la même expérience que quelqu'un qui a une perception directe. C'est dans ce cadre-là que cette phrase, cette louange, elle est faite. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les commentaires sont importants, parce que sinon c'est très difficile de comprendre vraiment ce qu'ils veulent dire souvent. Parce que les commentaires vraiment des grands maîtres qui sont valides, pourquoi on sait qu'ils sont valides? Parce qu'en fait, ils vont croiser plein de textes et d'enseignements, et du coup, ils vont retrouver la cohérence, comment interpréter les choses. Parce que si on perçoit des citations isolées de leur contexte, ou juste à un endroit, on peut facilement mal comprendre. Par exemple, dans le Sutra du cœur, on dit il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son, etc. Donc il y a des gens qui disent du coup la forme n'existe pas du tout, c'est ce qu'il dit le Sutra du cœur. Mais ce n'est pas ça qu'il veut dire, bien sûr. Au début, il dit que les phénomènes sont vides d'existence inhérente. Et ils le disent une seule fois au début, après il ne le dit plus. Mais il l'a dit au début, donc il n'y a pas nécessité de le répéter à chaque fois. Donc vous voyez, si on ne voit pas cette petite phrase au début où il dit que les phénomènes sont vides d'existence inhérente,
alors il n'y aurait aucune preuve pour dire que c'est aussi ce qu'il veut dire après. Donc c'est aussi ça, pourquoi il y a des, par exemple Nagarjuna, Sangha, etc. Ils sont considérés comme des maîtres extrêmement importants parce qu'ils ont fait un travail énorme pour clarifier quels étaient les discours du Bouddha qui étaient de sens interprétatif et d'autres qui étaient de sens définitif. Vous voyez, des choses à interpréter, des choses qui sont plus littérales et définitives. Donc il y a tout un tas de textes et de débats là-dessus parce que sinon c'est facile de mal comprendre, on va dire. Est-ce que je peux encore poser une Oui. question je voudrais revenir sur la question de vraie cessation. Et vraie cessation. Tout à l'heure, on a dit la vraie cessation. Est-ce que ici, quand on parle de vraie cessation, c'est la libération de samsara ou c'est la bouddhéité? Alors, il y a plusieurs formes de véritable cessation dans la vérité de la cessation. Donc, il y a la troisième vérité, la vérité de la souffrance, vérité de l'origine, vérité de la cessation et vérité du chemin. Dans la vérité de cessation, en fait, c'est quoi? C'est un abandon définitif d'un niveau d'obscurcissement. Donc, il y a les obscurcissements à la libération et les obscurcissements à l'omniscience. C'est deux types d'obscurcissements. Ouais. Oui. Donc, par exemple, sur le chemin de la vision, le yogi, il a sa première perception directe de la vacuité. Donc, pendant cette perception directe de la vacuité, il y a un moment donné où il va abandonner pour toujours, complètement, même les graines des perturbations mentales, ce qu'on appelle intellectuellement acquises. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais en gros, c'est les perturbations mentales les plus grossières, ainsi que leurs graines. C'est-à-dire, la graine, c'est ce qui a le potentiel de les produire dans le futur. Donc, il élimine ça pour toujours. C'est un abandon. Donc, c'est une véritable cessation parce que c'est quelque chose qui ne peut pas revenir. Parce que les graines ont été abandonnées. Par exemple, des pratiquants qui pratiquent la méditation, des états de concentration élevés, sans la vacuité, ils peuvent avoir des niveaux de cessation des perturbations mentales qui vont s'arrêter, mais c'est des cessations temporaires. Parce que les graines n'ont pas été abandonnées. Et vu que les graines ne sont pas abandonnées, on n'appelle pas ça une véritable cessation. Donc, une vérité de la cessation, c'est quelque chose qui est abandonné pour toujours, qui est irréversible. Donc, sur le chemin de la vision, on a déjà un premier niveau de cessation qui va être effectué. Ensuite, sur le chemin de la méditation, ils vont commencer à abandonner les perturbations mentales innées. Et ça va être abandonné des plus grossières au plus subtil, au plus subtil, au plus subtil. Donc, quand toutes les perturbations mentales et leurs graines sont éliminées, cette véritable cessation-là, c'est la libération, le nirvana du véhicule individuel. Quand les deux voiles ont été éliminés complètement, donc aussi les voiles à l'omniscience, c'est la bouddhéité. Donc le Bouddha, il a une véritable cessation dans son continuum, et aussi les aras du véhicule individuel, et aussi tous les arias en général, on peut dire plus ou moins, ils ont tous une véritable cessation. Mais là, on parle de vérité ultime pour le prasangika. Les vraies cessations sont nécessairement des vérités ultimes. Là, on parle de tel niveau. Alors, toutes les véritables cessations dont on vient de parler, c'est toutes des vacuités. Pourquoi c'est des vacuités? Parce qu'en fait, alors, bon, je me permets de dire que ce n'est pas forcément l'avis de tous les commentateurs. Mais en tout cas, Jason Chekikasen et Gyel Sabje, donc qui est quand même tous les deux des maîtres de référence, ils vont dire que la vérité de la cessation, c'est une vacuité pour les prasangika. C'est la vacuité de l'esprit, ce que tu m'as dit. C'est ça, c'est la vacuité de l'esprit. Donc, elles sont où les perturbations mentales? Elles sont dans notre esprit, nulle part ailleurs. Donc, notre esprit, il est vide d'existence propre. Donc, sa vacuité, elle est libre des fautes inhérentes, on va dire. Il n'y a pas de faute inhérente dans l'esprit. Il n'y a pas de perturbation mentale inhérente dans l'esprit. Donc, il y a une vacuité de ça dans l'esprit. Et quand les perturbations mentales elles sont éliminées, il y a aussi une libération des voiles, ce qu'on dit adventis. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire adventis, mais c'est des choses qu'on peut éliminer en tout cas. Et donc, on dit que c'est cette vacuité de l'esprit elle-même qui, au moment de la libération, est appelée vérité de la cessation. Donc nous, par exemple, la vacuité de notre esprit, ce n'est pas une véritable cessation, parce qu'il y a toujours les perturbations mentales. Donc c'est que la vacuité de l'esprit dans le continuum de quelqu'un qui a abandonné les perturbations mentales, qui, à partir de ce moment-là, peut être appelée véritable cessation.
Donc là, dans le cadre de Prasangika, qui disent qu'il est affirmé que les vraies sensations sont nécessairement la vérité ultime, c'est-à-dire à partir du moment où on réalise la vacuité, on peut parler de vraie cessation. Non, il faut avoir une relation directe de la vacuité. Ah oui, je veux dire la réalisation directe de vacuité au chemin de la De vision. la vision, oui. Du Alors, coup, bon, oui. je vais essayer d'être un peu précis, parce que maintenant, il y en a parmi vous qui étudient depuis un moment. Donc, c'est bien de commencer à être de plus en plus précis. Après, je ne sais pas, peut-être il y en a d'entre vous qui le savent déjà, hein, c'est bien possible. Mais en fait, quand vous rentrez sur le chemin de la vision, il y a un moment qu'on appelle le chemin ininterrompu. Donc, une perception directe de la vacuité, elle dure pendant un moment. C'est une méditation qui va durer, on va dire, je ne sais pas, on va dire 3 heures. On va dire, je ne sais pas, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, je pense, ça dépend peut-être des gens, peu importe. C'est juste pour l'exemple. 3 heures. Pendant, on va dire, les 2 premières heures, cette réalisation directe de vacuité, elle va être en train d'abandonner certaines graines des perturbations mentales. Mais elle ne les a pas abandonnées encore. Elle est en train de les abandonner. Vous voyez, c'est l'antidote. Donc l'antidote, il a cet effet sur l'esprit qui va faire qu'un certain niveau de graines sont en train d'être abandonnées. Et quand ces graines sont complètement abandonnées, on appelle ça un chemin libéré. Donc c'est-à-dire qu'il est toujours en absorption directe sur la vacuité, mais là maintenant, à ce moment-là, il a une véritable cessation, pas avant. Donc il n'a pas une véritable cessation dès le premier moment de la variation directe de la vacuité. Il faut, ça prend un moment pour qu'il abandonne ce qui est abandonné, les perturbations mentales et leurs graines, et quand elles sont abandonnées, à ce moment-là, il y a une véritable cessation. Donc, ce n'est pas immédiat. D'accord. Mais pourquoi donc les Madhyamika Swatantrika, ils ne considèrent pas les sensations comme vérité ultime, puisque c'est la vacuité de l'esprit? Je ne sais pas pourquoi ils ne pensent pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je l'ai lu que pour les Madhyamika Swatantrika, ils considèrent seulement le non-soi subtil de phénomène comme vérité ultime, et ils considèrent la vraie cessation comme vérité conventionnelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est pas si étonnant que ça. Moi, sincèrement, j'aurais tendance à les comprendre, quoi, parce que c'est quoi une véritable cessation? C'est l'abandon des perturbations mentales. C'est quoi la vacuité? C'est l'absence d'existence inhérente de l'esprit. Donc, c'est compréhensible de penser que c'est 2 choses différentes. Le truc, c'est que l'abandon des perturbations mentales, c'est un phénomène aussi négatif. Vous voyez, on parle de négation non affirmative. On en a déjà parlé un petit peu quand on parlait de Chittamatra. La vacuité, c'est la simple absence d'existence véritable. C'est une simple absence. C'est un peu comme l'espace. L'espace, c'est l'absence d'obstruction. C'est une négation, un phénomène négatif. C'est une négation. Donc, c'est ça, la vacuité sur quoi on doit méditer. C'est un phénomène complètement négatif. Pas négatif dans le sens mal, hein, mais qui est la négation d'autre chose, une absence de quelque chose. Et la cessation des perturbations mentales, c'est aussi un phénomène négatif. C'est aussi la cessation, c'est une absence de perturbations mentales qui étaient là avant. Donc les deux, on parle d'absence dans les 2 cas en fait. Mais eux, les Svatantrika, vont dire oui, mais il y a une absence qui est l'absence d'un phénomène conventionnel, les perturbations mentales, alors que la vacuité, c'est l'absence d'un non-existant, l'existence véritable. Donc c'est 2 choses complètement différentes. On ne peut pas dire que c'est la même chose, ils vont dire. Donc l'absence d'existence véritable, c'est un phénomène ultime. L'absence des perturbations mentales, la cessation de perturbations mentales, ce n'est pas un phénomène ultime. Ils vont dire ce n'est pas une vacuité. Et franchement, ouais, je pense que c'est pas si facile que ça de prouver le contraire. Mais en tout cas, Gyel Sabje et Jesu Gassen, eux, ils vont dire que donc ils vont avoir leur raison que sincèrement, j'ai encore besoin d'analyser personnellement pour être convaincu. Je trouve qu'il y a des raisons qui tendent vers ça, mais c'est vrai que j'ai encore besoin d'analyser ce point-là, quoi, personnellement. Okay. Ils donnent des raisons pour ça. Hein. Ils donnent des raisons pour ça. Parce que, en gros, les autres, ils vont dire oui, mais attends, tu ne peux pas dire que c'est 2 absences différentes, donc tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Et donc, ils vont dire oui, mais tu peux imputer absence de ci et de ça à la même chose. Par exemple, tu peux dire que ce livre n'est pas un cheval et aussi ce même livre n'est pas un mouton. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que tu nies, c'est 2 choses différentes.
tu nies un cheval et tu nies un mouton. Mais c'est vrai, ce livre, il est à la fois un non-mouton et un non-cheval. Donc, de la manière, la vacuité, c'est une absence d'existence véritable. Enfin, plutôt la véritable cessation, c'est une absence d'existence véritable, et c'est aussi une absence de cessation. Ils vont dire tu peux imputer les deux. Tu vois, tu les imputes par rapport à des phénomènes différents, mais c'est la même chose que tu imputes. C'est la vacuité de l'esprit. C'est ça qu'ils vont dire. Mais franchement, voilà, ça te demande à être analysé. C'est pas si évident. Ok, merci. Voilà. Vous avez d'autres questions? Vous voulez qu'on continue un petit peu le texte, du coup, si vous n'avez pas de questions? Ok. On va continuer un petit On peu. peut continuer, oui. Alors, ensuite, on était aux quatre types de cognition inférentielle. Je ne vais pas aller trop en détail, mais les cognitions inférentielles, donc on en a parlé, par le pouvoir des faits, du renom, de l'exemple et de la conviction. Donc, ensuite, il dit la cognition inférentielle par le renom et la cognition inférentielle par l'exemple sont incluses dans les cognitions inférentielles par le pouvoir des faits. Donc, c'est-à-dire, en gros, les trois premières, c'est par pouvoir des faits. Donc, c'est ce qu'on utilise quasiment tout le temps pour les phénomènes cachés. C'est, par exemple, oui, le feu, il y a du feu derrière la montagne parce qu'il y a de la fumée. Donc, c'est le fait qu'on utilise qu'on peut réaliser facilement. Il y a de la fumée, donc nécessairement, il y a du feu. Aussi, quelques raisons qu'on a utilisées aujourd'hui, c'était la plupart du temps par le pouvoir des faits. Le pouvoir du renom, c'est juste connaître un petit peu les conventions du monde. Donc, par exemple, il donne toujours l'exemple de la lune. Pour les Tibétains, ils appellent ça celui qui possède le lapin. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une forme de lapin dans la lune, je ne sais pas quoi. Le possesseur de lapin. Donc, possesseur du lapin, c'est OK d'appeler la lune possesseur du lapin parce que c'est renommé comme étant un nom que tu donnes à ça. Donc, ce n'est pas très, très important. Ensuite, par l'exemple, c'est juste que vous utilisez des exemples pour prouver quelque chose. Donc, par exemple, vous dites qu'une illusion magique, elle n'existe pas telle qu'elle apparaît, etc. Et donc, ça, vous allez l'utiliser pour prouver qu'autre chose est aussi un phénomène un peu faux. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus. Ensuite, les conditions inférentielles par la conviction, là, c'est pour les phénomènes très cachés. On n'en a pas parlé, mais parmi les phénomènes cachés, il y a les phénomènes légèrement cachés et les phénomènes très cachés. Les phénomènes très cachés, c'est-à-dire que notre logique, elle n'a pas accès à ça. Donc, par exemple, ça va être des aspects très subtils du karma, etc. Par exemple, dans quelle vie on a créé quel karma pour être là aujourd'hui ensemble à discuter de ce texte. Là, notre logique n'a aucun moyen d'accéder à ça. Impossible. Par contre, s'il y avait un Bouddha à côté de nous, il pourrait nous le dire. Il pourrait dire, ben voilà, dans cette vie, vous avez fait ça, 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 ça. Et parce que vous avez déjà établi que cet être a des qualités extraordinaires et que c'est un éveillé et que vous savez, donc vous avez validé qu'il avait certaines qualités, alors vous pouvez faire confiance. Donc c'est une connaissance influencée par la conviction ou la foi, vous pouvez faire confiance à ce qu'il vous dit. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce que l'a dit le Bouddha, il faut l'accepter de manière littérale. Parce que les sutras doivent être menés, analysés par différentes analyses. Donc, il ne faut pas que ça contredise les phénomènes manifestes. Si on vous dit que la montagne blanche, elle est bleue dans un sutra, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, parce que ça contredit la perception directe. Si on vous dit dans un sutra que le soi existe véritablement, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, parce que ça contredit la raison. Donc ça, c'est analysable, parce que c'est un phénomène caché. Et aussi, le sutra, il ne doit pas se contredire dans une partie, dans une autre, pour être accepté de manière littérale. Donc ça, c'est un grand sujet aussi, quel sutra va être littéral ou pas. Mais quand on va établir que des sutras sont littérales, donc par exemple, les Prasangika, ils vont considérer que tout ce qui est les sutras de la perfection de la sagesse sont littérales, là, généralement, on peut accepter de manière assez littérale ce qui est dit là. Ça ne nous empêche pas d'analyser, hein, bien sûr. Par exemple, quand on parle du mont Meru, etc., on peut toujours analyser si c'est vrai ou pas. Donc ça, tout ça, c'est savoir comment on connaît la réalité, en fait. Hein. Donc il y a trois types de phénomènes. Phénomènes manifestes, cachés et très cachés. Donc comment on connaît ces phénomènes? Par la perception directe, par l'inférence par le pouvoir des faits, et par l'inférence par le pouvoir de la foi ou de la conviction.
C'est les 3 moyens de connaître tous les phénomènes sans exception. Donc tous les phénomènes sont accessibles au moins de manière inférentielle pour nous. Et quand quelqu'un est Bouddha, bien sûr, il les perçoit directement, donc là c'est plus facile. Ok, donc ensuite, il dit toute cognition valide n'est pas nécessairement non erronée au regard de son objet conçu, car une cognition inférentielle réalisant le son comme étant impermanent est une conscience qui est erronée au regard du son impermanent. Donc ça, c'est assez spécifique au prasangika. Je débattrais que c'est pas les seuls, mais en général, on peut dire que c'est les principales. Et j'ai trouvé un appui de Lama Tsongkhapa dans un texte, donc je pense que c'est bon. Mais en tout cas, ils ont une spécificité, c'est donc, comme on a dit, toutes nos consciences sont erronées. Et vous voyez, une cognition valide n'est pas nécessairement non erronée. Donc, c'est-à-dire qu'une cognition peut être valide et peut être erronée par rapport à son objet conçu. Donc, par exemple, la conscience qui réalise l'impermanence, elle est valide. Réaliser l'impermanence de votre conscience, comme on en a parlé un petit peu, si on analysait bien ce sujet, on pourrait réaliser que la conscience est impermanente, que le corps est impermanent, que tous ces phénomènes matériels et conscients, etc., sont impermanents. Donc, on peut avoir une réalisation inférentielle de ça. Donc, on réalise l'impermanent, la conscience est valide par rapport à l'impermanence, mais en même temps, elle est erronée par rapport à l'impermanence. Donc ça, les autres écoles, c'est très difficile d'accepter ça. Et pourquoi on dit qu'elle est erronée par rapport à l'impermanence? Pourquoi? Parce que l'impermanence lui apparaît comme existant en soi. Donc il y a quand même quelque chose d'erroné par rapport à l'impermanence, parce qu'elle apparaît en soi, mais il y a quelque chose de valide, parce que oui, les phénomènes sont impermanents, donc c'est correct. Dire qu'ils sont permanents, c'est incorrect. Et réaliser qu'ils sont permanents, c'est correct. Donc ça, c'est un des points aussi assez spécifiques des prasangika. Parce que tous les autres, ils acceptent que les phénomènes existent en soi. Donc pour eux, le fait que la réalisation de l'impermanence perçoive l'impermanence comme existant de manière inhérente, ce n'est pas un problème pour eux, ce n'est pas erroné. Donc pour les prasangika, c'est erroné. Donc vous voyez, c'est aussi pour ça que ça différencie les prasangika, parce que c'est les seuls à dire que l'existence inhérente est erronée. C'est une apparence erronée. Ensuite, toute conscience réalise nécessairement son objet de compréhension. Ceci puisque la généralité du sens des cornes du lapin est l'objet de compréhension d'une conception appréhendant les cornes de lapin, et la généralité du sens du son permanent est l'objet de compréhension d'une conception appréhendant le son comme étant permanent. Bon, encore des mots barbares. En gros, ce que disent les prasangika, c'est que toutes les consciences réalisent leur apparence. Même les consciences fausses. Même les consciences fausses. Par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas, a la jaunisse et voit un mur blanc comme étant jaune, il va pouvoir se rappeler de ça, on est d'accord. Le lendemain, même si la jaunisse a disparu, il va dire « Qu'est-ce que tu as vu ?» Il va dire « Bah écoute, ça m'a apparu comme un mur jaune. » Donc c'était une conscience fausse parce que c'est un mur blanc. Mais il a réalisé cette apparence de mur jaune. Donc cette apparence, elle existe. Cette apparence du mur jaune, elle existe. Et il la réalise. Même la conscience fausse réalise son apparence. Donc elle ne réalise pas le mur blanc. Elle ne réalise pas le mur jaune non plus, parce qu'il n'y a pas de mur jaune à réaliser, le mur jaune n'existe pas. Par contre, l'apparence du mur jaune existe. Donc, de la même manière, les cornes de lapin, si vous pensez à des cornes de lapin, il y a une image mentale, un sens généralité des cornes de lapin. Donc ça, vous le réalisez. Vous ne réalisez pas les cornes de lapin, parce qu'elles n'existent pas. Vous ne pouvez pas réaliser quelque chose qui n'existe pas, ça n'a pas de sens. Mais l'apparence, elle existe. Donc c'est pour ça aussi que les prasangika vont dire que c'est possible de se rappeler des choses, parce que toutes les consciences réalisent leur apparence, et donc en réalisant leur apparence, elles réalisent aussi la conscience qui appréhende cette apparence. Donc c'est pour ça qu'on peut se rappeler. Donc c'est un point aussi encore un petit peu technique, mais qui est un peu lié à ce débat avec l'autocognition que vous verrez peut-être plus en détail dans le Madhyamika Vatara. Je ne vais pas m'attarder trop dessus. Donc mode d'assertion du non-soi. Donc on en a pas mal parlé. Donc en gros, il y a non-soi des personnes et non-soi des vacuités des personnes et des phénomènes. Dans la vacuité des personnes, il y a la vacuité, il y a le non-soi grossier et le non-soi subtil. Le non-soi grossier, c'est l'absence d'existence autosuffisance et substantielle de la personne.
Donc, ça serait un jeu qui serait une entité complètement distincte des agrégats. Pas forcément dans le sens hindou, permanent, unitaire, indépendant, peut-être pas aussi loin, mais qui serait quand même qui serait une entité distincte du corps et de l'esprit, avec ses caractéristiques distinctes. Donc ça, c'est réfuté par toutes les écoles bouddhistes en disant non, le jeu, comme on a dit, il est dépendant, il est imputé. Il n'y a pas de jeu qui aurait des caractéristiques qui seraient autres que celles des agrégats. Si on dit je suis grand, c'est parce que mon corps il est grand. Si on dit je suis vieux, c'est parce que mon corps est vieux. Si on dit je vois ceci, c'est parce que mon œil voit ceci. Donc il n'y a pas de jeu complètement indépendant. Donc ça, c'est non soi grossier de la personne. Aussi un soi qui serait un peu le chef des agrégats, un peu qui maîtrise les agrégats. On a l'impression que notre jeu, il est au sein des agrégats, mais il les maîtrise un peu. C'est un peu le chef des agrégats. Donc là, il est autosuffisant, il est substantiel. Donc ça aussi, ce n'est pas possible. Alors, méditer là-dessus, déjà, c'est très bon pour pacifier l'esprit. Et on appelle ça non soit grossier de la personne. Et non soit subtil, c'est la vacuité d'existence véritable de la personne. Donc le fait que le jeu est simplement imputé et n'est pas trouvable ni en dehors des agrégats, ni dans les agrégats. Il est simplement imputé, complètement vide d'existence véritable. Dans le non-soi grossier des phénomènes, je vais pas trop en parler parce que c'est un peu technique et ce n'est pas super important. Et non-soi subtil des phénomènes, en fait, c'est la même chose. C'est l'absence d'existence véritable des phénomènes. Quand je dis que ce n'est pas important, entre guillemets, tout est important dans le Dharma, mais voilà. Là, déjà, je pense que ça fait beaucoup d'informations, donc on ne va pas aller dans tous les détails. Donc, en gros, les deux non-soi, c'est l'absence d'existence inhérente de la personne et l'absence d'existence des phénomènes. Donc, ce qui est réfuté, c'est la même chose, c'est l'existence inhérente. Donc, l'objet de négation est la même, mais la base, c'est différent. Donc, il y a les personnes et ce qui n'est pas personne. Donc, c'est comme ça qu'on différencie le non-soi des phénomènes et le non-soi des personnes. C'est ce qui est dit à peu près dans le point numéro 6. Et ensuite, le point numéro 7, c'est les terres et les voiles. Les terres et le chemin, c'est le dernier point. Donc, les objets d'abandon, on en a parlé, c'est les voiles afflictifs. Donc, c'est la saisie du soi, grossière, subtile, avec leurs graines et les perturbations mentales. Donc, ce qui est abandonné pour atteindre la libération personnelle, c'est abandonner les perturbations mentales, l'ignorance, l'attachement, la colère, et les graines qui donnent lieu à ça. Donc ça, c'est l'objet principal d'abandon des êtres du véhicule individuel, les auditeurs et les pratiques à Bouddha. Et pour les bodhisattvas, ils doivent abandonner les voiles afflictifs, les perturbations mentales, etc., bien sûr, mais surtout, ils veulent abandonner les voiles cognitifs. Donc les voiles cognitifs, c'est les empreintes de l'ignorance. Les conceptions d'existence véritable laissent des empreintes qui créent des apparences d'existence inhérente. Donc il y a une différence entre l'apparence des existences inhérentes et la croyance en l'existence inhérente. C'est deux choses différentes. Donc l'apparence d'existence inhérente, c'est un voile cognitif. La croyance, c'est un voile afflictif. Et donc les empreintes de l'ignorance ainsi que l'apparence d'existence inhérente, c'est ce qui bloque principalement l'obtention de l'omniscience. Donc les bodhisattvas, ils veulent principalement éliminer ça, mais pour ça, ils doivent aussi abandonner les perturbations mentales. Je vais vous donner un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez ce film, je ne sais pas comment on dit en français, c'était A Beautiful Mind. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. C'est basé sur une histoire réelle. C'était quelqu'un qui était un peu schizophrène. Bon, il y en a d'entre vous qui m'ont déjà entendu en parler. Et en fait, donc c'était quelqu'un de très intelligent en mathématiques, qui faisait des calculs incroyables, etc. Donc, et à un moment donné, on voit dans le film, il commence à rencontrer des gens de l'armée et tout ça qui sont intéressés par ses capacités parce qu'il est super intelligent, donc il va pouvoir les aider, etc., à faire des choses incroyables. Et donc, il a toute une relation avec des gens qui viennent de l'armée, tout. Puis il y a aussi une famille avec des parents, une petite fille, etc. Mais tout ça doit être secret, donc personne ne doit le savoir en gros. Donc il y a toute une histoire comme ça pendant quasiment tout le film, et au bout d'un moment, en fait, il commence à s'apercevoir qu'il y a des gens qui ne croient pas à ce qu'il dit, quoi. Il y a pas mal de gens qui ne croient pas à ce qu'il dit. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il voit cette petite fille, ça fait déjà 10 ans qu'il est dans cette histoire, il regarde la petite fille, il dit, mais attends, cette petite fille, ça fait 10 ans, elle n'a pas grandi. Il y a un problème, quoi. Et là, il réalise qu'il hallucine.
tout ça, c'était pas vrai. Il n'y a jamais eu de ces personnes de l'armée, il n'y a jamais eu cette famille, etc. Tout ça, c'était une hallucination totale. Mais il les voit comme nous, on se voit l'un l'autre. Vraiment comme ça, pas conceptuel, direct, non conceptuel. Donc ça aussi, ça montre que, parce que c'est une histoire vraie, ça montre que quand le concept devient très puissant avec la concentration, ce qui est conceptuel peut devenir non conceptuel. C'est aussi ça qui prouve que la perception directe de la vacuité est possible. Ça, mis à part. Ça s'appelle un homme d'exception. Un homme d'exception, voilà, merci. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est très intéressant. Il dit, eh bien, à ce moment-là où j'ai réalisé ça, donc vous voyez comment il a réalisé? Par la logique. Par la logique. Pas par la perception directe. Il n'avait pas la capacité d'avoir une perception directe de la non-existence de ces personnes parce que son esprit est trop influencé par ses empreintes et maintenant ça lui apparaît qu'il le veuille ou non. Par contre, par la logique, il avait vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cette petite fille, elle aurait dû changer en 10 ans quand même. Et donc il réalise conceptuellement que c'est faux et ça change sa vie. Sa vie, elle change complètement. Parce qu'à partir de là, ce qu'il dit, c'est une vraie histoire, il dit, à partir de là, il les voyait, mais il ne réagissait plus comme avant. Il savait que c'était faux. Et donc, il pouvait vivre à peu près normalement. Vous voyez, une réalisation conceptuelle basée sur la logique peut avoir un effet énorme sur la vie, dans ce cas-là. Donc, comment cet exemple s'applique à notre situation, à nous en fait, et ce qui est expliqué dans le texte, du coup, c'est que il y a deux choses. Donc, lui, il avait l'apparence des gens, c'est une chose, et l'adhésion à cette apparence. Vous comprenez, c'est deux choses différentes. Donc, qu'est-ce qu'il a abandonné au moment où il a réalisé que ce n'était pas vrai? Il a abandonné l'adhésion à l'apparence, pas l'apparence. Donc, c'est deux choses différentes. Mais quand il a abandonné l'adhésion à l'apparence, toutes ses émotions liées à ça se sont arrêtées. Donc, il était libéré de quelque chose. Il n'était pas libéré des apparences, mais il était libéré de l'adhésion et donc de tas d'émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on a, à cause des empreintes de l'ignorance depuis des vies et des vies et des vies, tout nous apparaît comme existant de manière inhérente. Donc, un arate du véhicule individuel, il a réalisé que tout ça, c'était pas vrai. Ça ne veut pas dire que les phénomènes n'existent pas, mais c'est-à-dire que la manière dont ils apparaissent comme existant de manière inhérente, ça, c'est complètement une illusion. Ça, c'est pas vrai. Il a réalisé ça. Il l'a réalisé de manière tellement profonde et stable, parce qu'il a médité là-dessus pendant très longtemps, avec une concentration incroyable, que maintenant, il n'y adhère plus du tout. La tendance, donc les graines qui vont pousser à adhérer à ça, ont été complètement abandonnées, de par la familiarisation avec la vacuité. Donc, il est libre. C'est-à-dire qu'il ne va plus réagir avec les émotions perturbatrices à la réalité samsarique. Donc, il est libre des émotions perturbatrices, donc il est libre du samsara. Il est complètement libéré de la souffrance. Il n'a plus d'attachement, de colère, et donc il n'a plus aucune souffrance. C'est fini. Par contre, il a toujours cette apparence d'existence ignorante. Donc ça, c'est le voile à l'omniscience, qui vient des empreintes qui ont été laissées par cette ignorance. Donc c'est des empreintes qui n'ont pas le pouvoir de créer des nouvelles saisies, mais qui ont quand même le pouvoir de créer cette apparence. Donc vous voyez, il y a des empreintes qui vont créer la saisie, donc ça c'est les graines de l'ignorance, et il y a des empreintes qui vont créer l'apparence. Donc ça c'est les empreintes de l'ignorance. Donc les empreintes de l'ignorance et l'apparence, c'est les voiles cognitifs, alors que la saisie et les graines de la saisie et les perturbations nouvelles, c'est les voiles afflictifs. Donc ça c'est la différence. Donc ensuite il présente les terres et les voies. Donc là, la première phrase, il dit en fait que dans les trois véhicules, donc les auditeurs, les pratika Buddha qui sont le véhicule individuel et le véhicule des bodhisattvas, en fait, il n'y a pas de différence. Ils doivent réaliser la même vacuité. Elle est aussi subtile. Donc, même dans le véhicule individuel, ils doivent réaliser la vacuité telle que décrite dans les Prasangikas. C'est aussi quelque chose qui est discuté dans le Megavattara et Shantideva. Parce que les autres écoles, ils disent qu'il y a une différence. Ils disent qu'en fait, en tout cas les Chittamatra et les Svatantrika, ils vont dire que pour atteindre l'éveil, les voiles à l'omniscience, on va les éliminer par la vacuité d'existence véritable. Par contre, pour la libération, c'est juste le non-soi des personnes qui est autosuffisant et substantiel. Donc ils disent qu'il y a différents niveaux de subtilité dans le non-soi qui est médité par les pratiquants du véhicule individuel et des bodhisattvas, du grand véhicule. Donc là, on va dire non. Là, au niveau de la vue, il n'y a pas de différence. C'est la même vacuité qui est réalisée par
individuel et le véhicule du Mahayana des Bodhisattvas. La différence, ça va être sur la bodhicitta et les 6 perfections qui va être différent. Mais la vue de la vacuité est là. Donc, on veuille se libérer du samsara, qu'on veuille atteindre l'éveil, on doit réaliser la vacuité subtile. Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Donc, ensuite, il dit que les pratiquants Bouddha, les auditeurs, ils doivent abandonner donc, la saisie du soi et les graines qui viennent avec, alors que les bodhisattvas, c'est surtout les empreintes, comme on a dit, de l'ignorance. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que il y a une différence dans l'interprétation du nirvana sans résidu et du nirvana résiduel. Donc, dans les écoles inférieures, on va dire que, par exemple, un arat dans le véhicule individuel, quand il a abandonné les perturbations mentales et leurs graines, on dit c'est un arat, il est libéré du samsara. Mais on dit c'est un nirvana avec résidu. Qu'est-ce qu'on entend par résidu? On dit qu'il a toujours des agrégats contaminés. Ce corps, il est toujours contaminé. Donc, il est libéré de samsara, mais il a quand même un résidu. Et ça va être éliminé au moment de la mort, où il quitte cet agrégat. Et là, il atteint un nirvana sans résidu, parce qu'il n'y a plus d'agrégats contaminés. Donc, les prasangika, ils n'interprètent pas ce terme comme ça. Ils vont dire que le nirvana sans résidu, c'est quand un être est dans la réalisation directe de la vacuité, parce que là, il n'y a plus d'apparence dualiste. Donc, c'est un nirvana sans résidu. Un arat qui est dans la perception directe de la vacuité, il n'y a pas d'apparence dualiste, donc ça, c'est un nirvana sans résidu. Par contre, quand il sort de la méditation et qu'il revoit les phénomènes conventionnels, il y a encore des apparences dualistes, et donc ça, c'est un nirvana avec résidu. Donc, c'est présenté un petit peu différemment. Et ensuite, le dernier point. Donc, pour ceux qui rentrent dans le Mahayana, qui n'ont pas été avant dans le véhicule individuel, donc c'est-à-dire qui rentrent directement dans le Mahayana, ils vont abandonner les perturbations mentales et leurs graines, donc les voiles afflictifs, à la 8e tiers des bodhisattvas. Donc, c'est-à-dire que les perturbations mentales vont être abandonnées avant les voiles cognitifs, ce qui est assez logique, mais les autres écoles vont parfois pas être d'accord avec ça. Ils vont dire que par exemple, les Svatantrika, ils vont dire que les perturbations mentales sont éliminées pour un bodhisattva au moment de l'éveil, donc au même moment que les voiles cognitifs. Et les Prasangika vont dire non. Donc voilà, ça c'était la présentation des terres et des chemins dans les Prasangika. Donc j'étais un petit peu vite sur la fin, c'était les derniers points à couvrir, mais voilà. Donc c'était juste aussi pour vous laisser un petit peu d'espace pour les questions, si vous avez d'autres questions. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Vous pouvez vous reposer après. Hein. Moi, j'aurais une question, s'il te plaît. Pardon? Une question, s'il te plaît. Ouais. Bien sûr. Qui sorte peut-être un peu du sujet, enfin, quoique, c'est au sujet de l'esprit d'un Bouddha. C'est-à-dire, comment fonctionne l'esprit d'un Bouddha? On prend la classification des 51 facteurs mentaux, par exemple. On pourrait dire qu'il a laissé tomber tous les facteurs négatifs. Mais même au niveau des autres facteurs, est-ce qu'il y a encore le facteur, même le facteur foi, il est un petit peu au-delà de ça quand même, ou le facteur sommeil? Enfin, voilà, je vais te demander de répéter parce que je ne t'entends pas très bien. Ben là, c'est moi qui ne t'entends plus, mais enfin, si tu m'entends. Vas-y, je t'écoute et après j'enlèverai. Donc, ma question, c'était au sujet du fonctionnement de l'esprit d'un Bouddha. Si on prend la classification des 51 facteurs mentaux, je ne sais pas si elle s'applique à celle d'un Bouddha, mais bon, on pourrait dire qu'il n'a plus les facteurs mentaux négatifs. Mais même au niveau des autres facteurs mentaux, est-ce qu'il y a encore de la foi? Puisque donc, comme je disais, il a un petit peu au-delà de ça. Est-ce qu'il y a encore le facteur sommeil, etc. On dit aussi que le Bouddha, il n'a plus de concept, donc il est dans l'instant présent, d'accord? Donc, il n'y a pas de conception. Donc, est-ce qu'un Bouddha prend des décisions? Enfin, en gros, est-ce qu'il fonctionne au quotidien, entre guillemets? Est-ce qu'on peut décrire un petit peu le fonctionnement de l'esprit d'un Bouddha? Alors, c'est toujours délicat. Hein. Je ne peux pas répondre à tout sur comment un Bouddha vit parce que. Parle de ton expérience. Parle de ton expérience. Je ne peux pas baser que sur les textes et un petit peu l'analyse, mais
Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont quand même difficiles à savoir par rapport à ce qu'un Bouddha. Ils disent même un Bodhisattva de la 10e terre, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre sur un Bouddha. Alors imaginez-moi. Donc, hum, donc, dans ta question, oui, par rapport aux 51 facteurs mentaux, donc bien sûr, il n'a pas les perturbations mentales racines et secondaires, ça c'est évident, puisqu'il les a abandonnées à la 8e terre, on a dit. Par contre, il a tous les facteurs mentaux vertueux, il les a tous, les 10 ou les 11. Les 11. Il les a tous, bien sûr. Bien sûr qu'il a la foi. Il a la foi en fait que tous les êtres peuvent atteindre l'éveil. Il a la foi en le Dharma. Il a une foi, la foi la plus élevée dans le Dharma. Quelle foi? Que le Dharma peut protéger les êtres de la souffrance. Il a cette foi-là incroyable. Par exemple, mais il a la foi en plein de choses. La foi, c'est juste un esprit qui reconnaît les qualités d'un objet de qualité. Donc, il a la plus grande foi possible, en fait. Parce que lui, il a une expérience directe de tout ça. Donc, sa foi, c'est la plus élevée possible. Il a aussi, bien sûr, tout ce qui est lié à l'éthique. Il a aussi tout ce qui est lié à la compassion, etc. Aussi à la concentration. Voilà, il y a plein de facteurs mentaux qui sont liés à la concentration, à la compassion, etc., au non-attachement, à la non-colère. Bien sûr qu'il a tous ces facteurs mentaux. En fait, il les a continuellement, il n'a que ça, même, on peut dire. Bien sûr qu'il a les 5 facteurs omniprésents, il a des sensations, il a des contacts, il a des discernements, etc. Il a définitivement les 5 facteurs mentaux déterminants, parce que ces 5 facteurs mentaux déterminants sont très liés à un esprit qui est très absorbé, concentré. Par exemple, il y a mindfulness, comment vous dites en français, la mémoire peut-être, vous le traduisez. C'est pas parfait, mais bon, il a cette mémoire du Dharma continuellement, enfin, c'est sûr. Après, quand tu dis il est dans l'instant présent, oui, mais aussi il faut voir qu'il perçoit le passé, le présent et le futur. Donc il voit toutes les vies passées. Donc il voit aussi tout ce qui s'est passé dans le passé et il voit tout ce qui se passe dans le futur. Donc ça aussi, c'est assez spécifique. Il voit les deux vérités en même temps. Donc il a donc pour en venir, il a les facteurs omniprésents, les facteurs déterminants, les facteurs vertueux. Ensuite, tu parlais des facteurs variables. Donc non, il n'a pas le sommeil. Un Bouddha, il ne dort pas. Il n'a pas le sommeil, c'est une faute. Il n'a pas le sommeil. Il n'a pas le sommeil, il n'a pas le regret non plus. Il n'a aucun regret. De quoi? Il n'a plus besoin du regret. Après, l'analyse et l'investigation, je pense qu'en général, c'est considéré comme des esprits conceptuels. Donc, si ça peut être conceptuel, définitivement, on ne les a pas. Maintenant, est-ce que c'est forcément conceptuel? Je ne sais pas. Il faudrait vérifier ce point-là, je ne suis pas sûr. Et au quotidien, son quotidien, c'est surtout d'aider les êtres, parce que lui, il est dans la félicité totale, il est dans la paix infinie, et maintenant, en fonction du besoin des êtres, il va aider les autres. Donc, est-ce qu'il prend des décisions? C'est aussi une des questions que tu prends. Donc, si tu dis par décision, il dit, bon, alors, cette situation, c'est ça et ça. Qu'est-ce que je veux faire? Allez, je veux faire ça. Non, il n'a pas ça, bien sûr. Il n'a pas ça parce qu'il a une perception directe des phénomènes et il réagit de manière spontanée aux situations. Il n'y a aucune conception qui va intervenir. C'est le seul qui n'a aucune conception. Même les Bodhisattvas, ils ont des conceptions. Même les Bodhisattvas, ils doivent prendre des décisions. Ils ont des intentions qui vont les motiver à faire quelque chose. Mais lui, tout ce qu'il fait, c'est sous le pouvoir des prières et des mérites qu'il a créés pendant des éons, en fait. Donc, naturellement, spontanément, aussi, il a la connaissance de toutes les méthodes, il a la connaissance de l'esprit de tous les êtres, de leur karma, etc. Donc, à la fois, il sait exactement ce qui se passe et en même temps, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et aussi, il a la motivation de le faire. Donc, naturellement, ça se fait. Ça se fait spontanément, il n'y a pas besoin de réfléchir. Nous, on réfléchit parce qu'on a de l'ignorance. Mais si quelqu'un, par exemple, si vous savez conduire, quand vous conduisez, vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est spontané. Il y a un tas de choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de réfléchir. Parce que c'est spontané, parce que c'est tellement automatique. Le Bouddha, lui, sa passion, son activité pour les êtres, elle est spontanée, sans effort. Spontanément, il accomplit bien tous les êtres en fonction de leur karma. C'est-à-dire que lui, il veut tout pour nous, mais en fonction de karma, il va nous aider de différentes manières. Ces activités éveillées vont se manifester différemment selon notre karma, en fait. Donc, c'est spontané, non conceptuel,
il a une aspiration d'aider les êtres qui est au maximum. C'est pas possible d'avoir plus que ça, elle est infinie. Il a une persévérance joyeuse pour aider les êtres qui est infinie. Il a une patience infinie. Il a une générosité infinie. Il n'a aucune paresse, il n'a aucun doute, il n'a aucune peur, il n'a aucune ignorance. Il connaît tout. Donc, naturellement, il réagit différemment de nous, en tout cas. Mais bon, on a le même potentiel. On a le même potentiel. Et ce qu'on apprend, ce qu'on médite, c'est exactement pour développer ces qualités-là. Donc aussi, c'est important de ne pas voir le Bouddha comme un être complètement différent de nous par nature. En réalité, c'est juste l'aboutissement de votre potentiel là. Le potentiel que vous avez là maintenant, votre esprit là, présent, en le développant, c'est ça qui va devenir en fait. Le Bouddha, il était comme vous, à un moment donné, il n'y avait aucune différence. Et l'entraînement, les choses changent, ça prend du temps. Et au fur et à mesure, ce qu'on ne comprend pas, on le comprend. Ce qu'on arrive à faire, on le fait. Et au final, on peut développer nos qualités de vie en vie parce que l'esprit va de vie en vie. C'est un support stable. Ce n'est pas comme le corps, on a une vie, puis après on le perd. Donc, en gros, tout ce qu'on fait sur le corps, on le perd, puisque de toute façon, il ne restera pas avec nous. Donc, même si vous faites greffer des super trucs pour être joli, quand vous mourrez, ça ne vous servira à rien du tout. Par contre, si vous mettez plein d'empreintes positives dans votre esprit, ça vous servira dans le futur. Et donc, vous pourrez construire. Vous voyez, le développement, il est infini. Il est infini parce que tout ce que vous faites, vous pouvez le garder et continuer dans les vies futures. Donc, c'est pour ça que notre esprit il a un potentiel infini et donc qu'on peut atteindre l'éveil. On peut développer la compassion infinie, une sagesse qui a la vécuité complètement développée, la générosité, la patience, etc. On peut les développer par l'habitude et donc on a le potentiel de Bouddha. Est-ce que je peux poser une question encore? Est-ce qu'on a encore le temps ou pas? Bah oui, écoute, on a 5 minutes. Ouais, une petite question. Je voudrais savoir, pour rentrer dans le chemin de Mahayana, le sentier de l'accumulation, il faut d'abord réaliser l'esprit d'éveil spontané. Donc, il s'agit de quel type de l'esprit d'éveil? Est-ce que c'est aspiration, esprit d'éveil d'aspiration ou d'engagement ou à quel degré? Alors, les deux sont OK. Ça peut être l'aspiration ou l'engagement. Ce qui compte, c'est que ce soit spontané. Donc, qu'est-ce qui différencie l'aspiration et l'engagement? En gros, c'est si tu as pris les vœux de Bodhisattva. Voilà. Ouais. Donc, si, je ne sais pas si ça arrive souvent, parce que bon, ça me paraît quand même une hypothèse plutôt rare, quoi. Mais a priori, c'est possible. Si quelqu'un n'aurait pas pris les vœux de Bodhisattva et réalise la bodhicitta de manière spontanée, alors il rentre sur le chemin d'accumulation, il n'a pas encore les vœux d'engagement. Donc au moment où il va prendre les vœux de Bodhisattva, sa bodhicitta d'aspiration va devenir une bodhicitta d'engagement. Par contre, s'il a pris les vœux avant qu'il a réalisé la bodhicitta spontanée, donc avant la bodhicitta spontanée, tu as une bodhicitta avec effort, donc c'est-à-dire que pour produire la bodhicitta dans le continuum, il faut que tu utilises la raison, des exemples et tout, et tu fasses un effort pour le générer. Ça ne vient pas spontanément comme ça. Il faut faire des efforts. Donc là, c'est la bodhicitta avec effort. Mais avec la bodhicitta avec effort, tu es tout à fait en droit de prendre les vœux de Bodhisattva. Donc si tu prends les vœux de Bodhisattva à ce moment-là, au moment où ta bodhicitta va devenir spontanée, ça sera une bodhicitta d'engagement. Et donc tu rentreras sur le Mahayana avec une bodhicitta d'engagement. Parce que je me rappelle, tu as dit une fois que la bodhicitta par rapport à vacuité, il est plus facile à comprendre, plus difficile à réaliser. Alors vacuité est plus difficile à comprendre et moins difficile à réaliser. Ouais. Alors, du coup, là, comme la vacuité, on réalise plus tard. Je veux dire, au 8e chemin. Pas forcément. Tu peux réaliser la vacuité avant la bodhicitta. C'est possible. Mais là, sur le chemin de Mahayana, où on réalise le bodhicitta spontané à l'entrée, c'est-à-dire au sentier de l'accumulation, alors réalisation vacuité directe, c'est au chemin de… Ah oui, non, mais attends.
Attends. Ah non, là, tu vas vite en besogne. Non, la réalisation directe de la vacuité, ce n'est pas la même chose que la réalisation de la vacuité. D'accord. C'est pas la même chose. Donc, Ok. réalisation de la vacuité, tu peux la réaliser avant la bodhicitta spontanée. Tu peux réaliser avant le chemin de l'accumulation. Il y en a qui vont réaliser la vacuité avant le chemin de l'accumulation, d'autres qui vont le réaliser après. Par contre, la réalisation directe de la vacuité, oui, définitivement, enfin, pour quelqu'un qui rentre directement dans le Mahayana, ça arrivera après le chemin de l'accumulation, donc après la bodhicitta spontanée. Mais il y a une différence entre réalisation de la vacuité et réalisation directe de la vacuité, c'est pas la même chose. Par contre, si quelqu'un vient du véhicule individuel, a déjà réalisé la vacuité et rentre directement et rentre dans le Mahayana, là, ok, lui, il aura une réalisation directe de la vacuité avant. Mais bon, ça, c'est quand même un cas très rare, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, c'est un cas qui existe, mais ce n'est pas le cas de la personne qui rentre directement dans le Mahayana, en tout cas. Du coup, pourquoi on dit que le bodhicitta est plus difficile à réaliser que le vacuité? Parce qu'on peut réaliser avant ou après, selon les cas. Non, alors, on ne dit pas que la bodhicitta est plus difficile à réaliser que la vacuité. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Je ne dis pas que la vacuité est facile à réaliser. Je dis la vacuité. Enfin, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est des maîtres qui ont dit ça, apparemment. Donc, la vacuité est difficile à comprendre, mais une fois qu'on l'a bien compris, elle est facile à réaliser. Ah oui. D'accord. Et ouais, mais elle est difficile à comprendre. Ah oui, c'est clair. La bodhicitta, elle est facile à comprendre. C'est-à-dire qu'intellectuellement, comprendre la bodhicitta, c'est pas non plus immédiat, mais c'est plus facile à comprendre. Intellectuellement, c'est moins difficile à comprendre. Bon, après, on pourrait dire qu'il y a plusieurs différentes compréhensions de la vacuité, mais bon, le plus dur, c'est qu'après, il va falloir méditer énormément pour la réaliser de manière spontanée. Il va falloir méditer énormément. Parce que c'est une habitude bodhicitta spontanée, ça veut dire que vous avez médité tellement dessus que c'est devenu spontané. Donc, il va falloir méditer pendant longtemps pour avoir une bodhicitta spontanée. Encore une bodhicitta avec effort, c'est déjà un peu plus accessible, mais sans effort, il va falloir méditer encore et encore et encore pour que l'esprit, il soit tellement familier qu'à un moment donné, ça devient sans effort, c'est-à-dire spontané. Donc ça, c'est difficile à réaliser. Par contre, la vacuité, pour vraiment bien la comprendre, c'est difficile. Il faut beaucoup analyser, il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup réfléchir. Il faut aussi méditer. On ne peut pas réaliser la vacuité sans méditer, il faut aussi le dire. Parce qu'il faut regarder dans son expérience ce qui se passe. De quoi on parle quand on parle d'existence inhérente dans notre expérience, et après réfuter ça. Donc, comprendre ce que ça veut dire la vacuité, c'est très difficile. Mais une fois que vous l'avez compris, après, la réalisation vient très vite. C'est ça que ça veut dire. Mais après, la compréhension, elle peut mettre du temps à venir, hein, parce que des fois, on a l'impression qu'on la comprend, mais c'est pas pour ça qu'on la comprend. Je veux dire, même, il y avait un moine, Résus, qui a fait des retraites pendant longtemps. Bon, alors peut-être qu'il dit ça par pure humilité, c'est possible, hein, peut-être que... Mais il y avait un moine qui lui avait demandé, bon, alors, la raison de la vacuité, est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Il a dit, ouais, des fois, quand j'étais en méditation, des fois, j'avais l'impression vraiment que j'avais vraiment réalisé la vacuité, j'avais vraiment compris la vacuité, et puis après, quelques jours après, je m'aperçus que, ah non, en fait. Donc souvent, ça lui arrivait comme ça en retraite, d'avoir le sentiment que là, ok, là c'est bon, il avait quoi. Mais bon, il dit quand même, c'est comme ça que ça marche, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. C'est celui qui guide la Vipassana? Non, c'est okay. c'est un autre moine, c'est un autre moine espagnol qui a fait énormément de l'Amrim. Il a fait des années de méditation de l'Amrim, et que beaucoup de mecs considèrent comme un grand méditant. Vraiment, c'est un très grand méditant. Donc, ça se trouve, il l'a réalisé le vacuité, je ne sais pas. De toute façon, s'il l'a réalisé, il ne le dira pas, ça c'est sûr. Il n'a pas le droit de le dire, et ce n'est pas son genre. Donc, mais en tout cas, c'est ça qu'il a exprimé. Donc, je pense qu'il parle d'une expérience quand même, que des fois, tu peux avoir l'impression de la comprendre, mais en réalité, tu vois, on le voit même quand on discute et tout d'un coup, il y a des doutes qui viennent quand même. Donc, tant qu'il y a des doutes, ça veut dire qu'on ne l'a pas vraiment bien compris. Et tant qu'on ne l'a pas bien compris, on ne peut pas la réaliser, bien sûr. Donc là, pour ça, ça demande quand même de l'analyse, de l'étude, de la réflexion et de la méditation. Mais voilà, plus on va le faire, plus on s'en approchera, hein, c'est sûr. Hein. Un jour, Geshe Jean-Pé, il avait dit à Kalachakra, je m'en rappelle, parce qu'au début, j'allais au centre Kalachakra, donc c'est là que j'ai découvert le bouddhisme. Et d'ailleurs, je remercie Elisabeth et le centre Kalachakra, hein, franchement, et Lio aussi, qui est la première personne qui m'a répondu au téléphone.
Et en fait, et Geshe-Jean-Paul, il avait dit un jour, pour la vacuité, c'est comme les fléchettes, quand vous jouez aux fléchettes. Vous voyez, vous envoyez, puis un jour, vous allez taper dans le mille. Donc, il faut essayer encore. C'est pas du premier coup, j'y arrive ou j'y arrive pas, quoi. Il faut s'entraîner beaucoup. Donc, voilà. Bah, écoutez, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, parce qu'il est 18h03. Voilà. Je pense que déjà, ça fait beaucoup d'informations. Voilà, bon, ça fait un peu court une journée sur tous les Prasangika, mais bon, ça permet quand même d'avoir une vue un petit peu d'ensemble et puis après d'essayer d'analyser pour aller plus en détail par vous-même quand vous aurez plus de temps, lire des commentaires et puis voilà, puis faire des échanges les uns avec les autres aussi, ça aide. Et voilà, en tout cas, voilà, si un jour vous avez une question là-dessus, si vous voulez, vous pouvez envoyer un email. Quand j'aurai le temps, je pourrai essayer d'y répondre si je peux aider. Et sinon, bah, bien sûr, vous avez il y a des gens, il y a plein de personnes qui peuvent aider à Kalachakra. Donc voilà, quoi, vous pouvez leur demander aussi, puis parler les uns avec les autres. Quoi. Donc voilà, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Hein, Merci. voilà, et puis Merci bah, je vous beaucoup. souhaite une bonne soirée. Et puis Beaucoup. bah, j'espère que ça se passe bien, le déconfinement chez vous. Faites attention, hein, portez des masques et tout ça quand même, parce que c'est pas encore fini. On espère que ça va s'arrêter, mais c'est pas encore fini. On faut faire attention, quoi. Ok. Et puis bah voilà, j'espère que tout ira bien pour vous. Et voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On fait une petite dédicace. Oui. Donc on peut prendre une position adéquate et confortable en méditation, avec le dos bien droit, etc. On peut juste concentrer sur le souffle pendant quelques respirations pour centrer notre esprit. On peut se réjouir d'avoir créé des mérites aujourd'hui en réfléchissant à ce sujet qui peut être difficile. Donc ça demande beaucoup d'efforts intellectuels et il faut lutter aussi avec nos émotions des fois pour pouvoir faire ça, pratiquer un peu la patience, l'effort joyeux. Mais tout ça pour un sujet qui est d'une importance immense en fait. On dit que c'est pour ça que le Bouddha il se manifeste sur la terre, c'est pour enseigner la vacuité. Donc on peut se réjouir d'avoir la chance de pouvoir réfléchir à ces enseignements extrêmement précieux qui sont la racine de la libération de toutes les souffrances. En fait, on dit que c'est la seule manière de se libérer de toutes les souffrances. Donc imaginez à quel point c'est précieux et rare. Imaginez comment un animal n'a aucune opportunité de réfléchir à ces choses-là. C'est impossible. Et même parmi les êtres humains, il y a tellement qu'on n'a pas les conditions pour faire ça. Que ce soit les conditions physiques ou mentales ou des blocages intérieurs qui leur empêchent complètement même d'entendre le mot vacuité une seule fois dans leur vie. Ils sont conscients de la chance qu'on a et donc nécessairement, le Bouddha, il dit c'est la plus grande accumulation de mérite et la plus grande purification. Il n'y a pas de purification plus grande que de réfléchir à la vacuité. Il le dit dans le sutra du diamant et dans d'autres sutras. Les mérites, s'ils prenaient forme, tous les cieux ne pourraient pas contenir les mérites. Ce n'est pas possible. C'est inconcevable. Vraiment se réjouir. Donc on dédie tous ces mérites afin de pouvoir, chacun d'entre nous, réaliser cette vacuité de manière inférentielle, puis avec le calme mental, l'union du calme mental, la vue pénétrante, la réalisation directe de la vacuité, et tout cela avec la bodhicitta, les 6 perfections, et ainsi pouvoir éliminer tous les voiles de notre esprit pour atteindre l'éveil complet d'un Bouddha qui offre spontanément, continuellement,
pour tous les êtres, jusqu'à temps que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Ils sont de dédier nos mérites à cela. Si on peut dédier ses mérites pour la paix dans le monde, pour que la compassion, toutes les valeurs humaines que sa sainteté essaie de promouvoir continuellement dans le monde, se développer dans le cœur de tous les êtres, dans l'éducation, etc. Pour avoir un monde plus en paix, avec plus de compassion, d'amour, de respect. Aussi pour la paix dans le monde, et aussi pour que tous les problèmes liés au virus soient immédiatement pacifiés, toutes les maladies, toutes les personnes qui sont décédées puissent avoir une préséance humaine ou aller dans une terre pure, et tous les problèmes économiques, les problèmes mentaux, relationnels soient complètement pacifiés le plus rapidement possible. C'est pour pacifier tous les problèmes écologiques, tous les dangers liés à la perturbation des éléments, comme les tremblements de terre, etc., aussi la famine, etc. Tout cela soit immédiatement pacifié. Pour que la bodhicitta naisse là où elle n'est pas née, et partout où elle est déjà née, qu'elle s'accroisse sans jamais dégénérer. Donc pour sa sainteté le Dalai Lama, pour sa longue vie, une bonne santé, pour qu'il puisse continuer à être bénéfique à tous les êtres de ce monde, et particulièrement pour nous enseigner à nous-mêmes et à tous les êtres le Dharma, encore et encore pendant extrêmement longtemps. Aussi pour la longue vie de Lama Zopa Rinpoche, qui est la source de tous nos bonheurs dans la FPMT, de toutes les vertus qu'on fait, de tous les programmes, toutes les structures. Donc ça vient de la compassion de Lama Zopa Rinpoche, de son travail extraordinaire pendant des décennies. Donc pour qu'il ait une longue vie et une très bonne santé, qu'il puisse continuer à nous guider encore et encore, nous et tous les êtres, jusqu'à l'éveil. Et donc aussi pour tous nos maîtres, tous nos geshe, tous les maîtres qui nous enseignent, qu'ils aient une longue vie et qu'ils puissent répandre le dharma pour le bien des êtres. Jesu name kuchi ala tenchi anaka jine jojo yeba lo san tembe jame sasu lowe monze tato ne gyoeji. Donc, comme Rinpoche le conseille souvent, si on peut dédier au centre Kala Chakra pour qu'il puisse se développer, que ce soit le centre de ville ou de retraite, se développer pour être bénéfique au maximum d'êtres pendant extrêmement longtemps, que tous ceux qui sont venus, qui viennent ou qui viendront puissent développer la bodhicitta, la résistance de la vacuité, et que leur vie aille continuellement de plus en plus vers l'éveil et être bénéfique à tous les êtres. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis, je vous souhaite de rester de vacuité très rapidement. Comme ça, après, vous pourrez m'expliquer. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.